Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de BU de pixels consacré à l'actualité et à l'écosystème de la pop culture, numéro 83. Cette semaine, de quoi Dorothée est-il le nom? Tout un grand programme qu'on va aborder avec un plateau assez complet, ma foi, parce qu'à ma gauche, nous avons un invité de marque. Merci d'être venu en plateau. Davy Mourier, comment ça va? Ça va, bonjour. Bonjour à tous. Davy Mourier, on te présente plus, une case en moins, No Life, Golden Moustache aussi, Golden Show, et La Petite Mort, et je crois une BD qui vient de sortir, Davy versus la télévision. Tout à fait. Tout à fait, tu peux nous en parler un petit peu? Je reviens sur mes années Dorothée, sur les années qui ont fait que je suis devenu geek, et aussi sur un reportage une grosse chaîne de télé a fait sur les geeks, enfin ils disaient les adolescents et qu'ils ont tout manipulé. J'explique comment les journalistes manipulent l'info. Très bien, ça parle un peu de Clément le No Life ou pas? Non, ça parle de Davy Mourier le No Life. Très bien, on te remercie d'être avec nous aujourd'hui. On embrasse Sébastien Roffa qui se rétablit, voilà, malgré les intempéries. Mais du coup, Kevin, tu nous fais le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Bah tu m'as fait le plaisir de m'appeler à midi, j'ai dit oui tout de suite, j'avais rien de mieux à faire. Si, tu attendais un train. Oui, tout à fait. T'as des beaux projets. Alors on rappelle, tu présentes Making of sur VL. Ouais, le mercredi soir à 20h. Très bien, et on a pu rencontrer l'équipe du film Nicky Larson, dont on diffusera peut-être un petit magnéto tout à l'heure. Restez avec nous. On a pu interviewer Philippe Lachaud et Élodie Fontan et tout le reste de l'équipe du film. À tout à l'heure pour en parler. Julien Rutier et Tarek Boudali. Tout à fait, merci beaucoup. Nous avons de l'autre côté du plateau Cédric et Grégoire. Comment ça va? Ça va, Imhotep. Je peux rien répondre à ça, t'es au courant? Je voulais voir ta réaction cette semaine. Bien le Before eSport? Tranquille. Vous avez parlé de quoi cette semaine? On a parlé de League of Legends, donc heureusement qu'on maîtrisait parce qu'on était 3 donc. Très bien. Ça a été terrible sinon, mais ça s'est bien passé. Très bien. Et toi Cédric? Bah écoute, ça va, tu m'as parlé de Clément de No Life, donc tu m'as rappelé toute ma jeunesse, donc c'est bon, je peux... 10 ans déjà. J'ai bien fait de venir aujourd'hui, tu vois. Très bien, tu nous parleras de Nicky Larson. Oui, tout à fait. Et l'autre côté, la meilleure, c'est pour ça que je la présente la dernière en... J'ai cru que tu m'avais oublié. Ben non, pas du tout, pas du tout. Quoi? Ok, bah alors... Ok, bah Lorraine... Je suis très 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 en forme. Lorraine, comment ça va? Ça va très bien. Très très bien, tu as vu Dragon 3 cette semaine? Ouais. Tu nous en parleras? Oui. Très bien, tu vas nous parler de Dorothée aussi. Oui. On va tous en parler de toute façon. Restez avec nous, donc vous avez tout le sommaire. Il est 17h01, c'est parti pour les news, j'ai envie de dire. Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux ou hashtag HPL et interagir avec nous sur le chat. On vous lit, c'est parti. Et on commence avec des news de mon côté, deux news jeux vidéo. Le Pass Culture expérimenté dans 5 régions, le Bas-Rhin, le Hérault, le Finistère, la Guyane et la Seine-Saint-Denis, sur un panel de 10 000 jeunes. Pour rappel, c'est 500 € pour des dépenses culturelles, des spectacles, des cours de musique, des produits culturels, ciné, BD, livres, mais aussi, d'après Franck Riester, notre ministre de la Culture, les jeux vidéo. Donc les jeux vidéo participent de ce Pass Culture avec quelques conditions. Un plafond pour 200 €, donc on peut pas acheter de console, uniquement en format numérique, donc pas de jeu en boîte, pas d'édition collector. Il faut que le produit ait un caractère artistique, créatif, pédagogique ou culturel, et cela ne concerne aussi que les jeux vidéo éligibles au crédit d'impôt sur le jeu vidéo, donc des produits français ou européens, donc plutôt Dontnod, Quantic Dream, Ubisoft. Voilà, donc un catalogue quand même assez resserré. Notons quand même qu'il n'y a pas de contrepartie pour les éditeurs pendant cette phase d'expérimentation, excluant donc une bonne partie des développeurs indés qui pourtant sont force de proposition sur le plan artistique et créatif. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Kevin, qu'est-ce qui définit un... C'est pas mon truc le jeu, c'est pour ça que je vous pose la question. Qu'est-ce qui définit un jeu vidéo culturel? C'est comme si on disait le cinéma mais que pour des films d'auteur. Enfin, c'est pour ça que je pense regarder avec Davy parce qu'on s'est dit que c'était c'était encore une enculade. C'est hyper flou. C'est très flou. Il y a beaucoup de conditions mais ça reste flou. Ouais. Voilà, donc on verra l'application de... Ça veut dire que par exemple, si tu considères que GTA c'est une critique sociétale de l'Amérique d'une certaine époque à la manière des films de Brian De Palma, bon bah... Non, déplaise Génie Bastien, du coup. Mais, tu vois, ça veut tout et rien être, quoi. Là, je suis d'accord avec lui. Mais pour le coup, effectivement, le catalogue de produits concernés, de jeux concernés est suffisamment restreint pour le coup, parce qu'il faut que l'éditeur ait les coudées suffisamment franches pour se permettre... J'ai compris, du coup, t'avais le droit d'acheter que 5 jeux au final sur le catalogue. Ils ont réduit le truc au début, c'était pas mal, ton histoire. Je fais, ah ouais, putain, c'est bien. Puis il faut ça, mais ça.
mais bon. C'est bien, un jeu à condition, c'est tout ce que j'aime. Bon, voilà, c'est toujours sympa quand même de pouvoir bénéficier de cette offre dans les 5 régions proposées. Pour le moment, autre nouvelle un petit peu tristounette, celle-là, c'est Platinum Games, studio qu'on suit pour Bayonetta, Vanquish et dernièrement Nier Automata, qui a été débarqué du projet Grand Blue Fantasy Relink. Donc c'était un action RPG coproduit avec Cygames depuis au moins 3 ans. Il avait été annoncé en 2016 et le jeu devait sortir fin 2018 pour être repoussé à 2019. Cygames, dans un petit communiqué, accompagné d'une suppression du copyright de Platinum Games sur le site, annonce un retour à un développement 100% à l'interne. Donc c'est un coup dur pour Platinum Games car 2019 devait marquer la percée internationale de la licence Grand Blue Fantasy, pardon. On a le manga chez Pika, si je dis pas de bêtises. Voilà, on a une saison 2 qui devrait arriver dans l'année et également un jeu de baston produit chez Arc System Works, à qui on doit déjà Dragon Ball Fighters. Donc voilà, il y avait tout un plan transmédia qui est un petit peu gâché par cette mauvaise nouvelle. On ne sait pas si le jeu va sortir cette année, mais rien qui fragilise globalement Platinum Games. Ils ont encore Bayonetta 3, Babylon's Fall et Nier, dont on ne sait pas si c'est un remake du premier ou Nier 3. Est-ce que tu attends, toi, tous ces projets, Davy ? Pas du tout. Pas du tout. Tu n'es pas du tout jeu vidéo. Si, je joue beaucoup aux jeux vidéo, mais pas ceux-là. D'accord. Moi, c'est vraiment plus Nintendo. Donc, s'il y a un Zelda qui sort, oui. En ce moment, je joue à Zelda 2. D'accord. Sur NES. D'accord. Voilà. Le vrai Dark Souls, donc. Ouais, voilà, c'est ça. Très bien. Un petit mot autour du plateau avant de passer aux news suivantes. C'est pas une mauvaise nouvelle, c'est très bien. C'est-à-dire que pour moi, je vois pas ce qu'ils allaient foutre là-dedans. En fait, c'est-à-dire qu'on les enlève d'un projet de commande où les mecs, c'est une espèce de gros conglomérat de multi-licences. Ça me dérange pas s'ils reviennent sur leur licence à eux, qu'ils fassent Bayonetta 3. Hein. Moi, je préfère qu'ils fassent ça plutôt que Grand Blue Fantasy. J'espère que ça les privera pas de liquidité, justement, qui aurait pu alimenter le développement. Enfin, on verra ça dans les mois qui suivent. Platinum Games, ils sont quand même tenus par Nintendo un petit peu en arrière-fond. Enfin, moi, je pense pas que, tu vois. Oui. Je n'y crois pas trop. Ils ont l'habitude de courir 12 lièvres à la fois, voilà. 12 lièvres à la fois, voilà. Décidément. Grégoire, 2 news pour ta part cette semaine. Oui, on va enchaîner avec les tristes nouvelles. Micromania au bord de la banqueroute. Aïe. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé cette semaine. Enfin, c'est ce qui semble paraître selon un communiqué de presse transmis par GameStop, qui est la maison mère en fait de Micromania. Depuis juin dernier, GameStop cherchait un repreneur. En effet, ils accusent quand même une dette de 810 millions de dollars. Aïe, 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 aïe. Ils sont criblés de dettes et l'action de GameStop a perdu 70% de sa valeur depuis 2015. C'était à 45 $ à peu près à l'époque et aujourd'hui ils sont à 11,27 $. Pas exactement parce que ça a dû varier depuis que j'ai regardé les chiffres, mais voilà, ça ne laisse pas du tout présager un avenir radieux pour Micromania, qui a toutefois eu un moment de répit en vendant donc son réseau de boutiques Spring Mobile pour 730 millions de dollars, ce qui devrait permettre de quand même d'alléger un peu les dettes de la chaîne. Ils ont également d'autres cordes à leurs arcs. Ils ont entamé une politique de rapprochement avec les boutiques Zing pour une fusion, mais c'est une politique qui a été entamée en 2017 et qui à l'heure actuelle ne donne absolument rien. Les Funko Pop à la ressource du jeu vidéo pour faire simple. Voilà, pour faire simple, mais voilà. Donc attends, ça existe depuis combien de temps Micromania? C'est méga vieux ce truc. Ouais, ça date des années 90. C'est très très développé. En France, il y a 430 boutiques et dans le monde, il y en a 7000. Et donc, si jamais ils ne trouvent pas de repreneur ou de solution, on évoque quand même une fermeture de l'ensemble des boutiques. C'est ouf, il y a quand même Games qui est mort il y a 3-4 ans, je dirais. 4 ans. Il y a eu Micromania, ça veut dire que c'est la fin des boutiques. Il y a eu il t'en reste plein, mais des indépendants. C'est la fin des chaînes de boutiques. Mais après, Micromania, tu payes 20 € plus cher ton jeu. Et pour moi, on n'est plus vraiment dans un magasin de jeux vidéo, comme il le disait. Il y a Funko Pop, ils sont associés avec Zing. Moi je vais plus dans un magasin de jouets maintenant quand je vais à Micromania quoi. C'est très rare que j'y vais pour acheter un jeu. Enfin, ils souffrent énormément de tout ce qui est digitalisation, de toutes les plateformes comme Steam et ils ont essayé d'utiliser tout l'engouement pour les produits dérivés. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui Micromania elles sont localisées pour une part significative, notamment en France, dans des grandes surfaces, à côté des grandes récrés quoi. Où on peut aller acheter un jouet en fait à la place. Une victime collatérale de la grande guerre des stores sur laquelle on reviendra peut-être au cours de l'année. On suivra ça de très très près. Tu avais une news un petit peu rapide sur un lancement surprise. Oui, une news aussi fulgurante que le lancement d'Apex Legends. Tout à fait. Qui est le nouveau Battle Royale inauguré cette semaine par Electronic Arts sur un modèle de free-to-play. Donc ce jeu a l'ambition de concurrencer Fortnite tout de même avec un gameplay totalement différent, donc gameplay qui se rapproche plutôt du Battle Royale de Call of Duty. Déjà une statistique astronomique, en 72 heures, le jeu revendique 10 millions de joueurs avec 1 million de joueurs connectés en simultané.
Le jeu propose 8 personnages, 8 légendes, d'où le nom Apex Legends, parmi lesquels le joueur choisit son personnage. Il intègre une équipe de 3 joueurs et va affronter 3 autres joueurs dans un terrain qui se réduit au fur et à mesure. C'est le principe du Battle Royale. Mais en tout cas, pour faire de l'ombre à Fortnite, on en est loin, puisque Fortnite revendique le mois dernier 10 millions de joueurs en simultané. Alors cette semaine, ils ont quand même dépassé plusieurs fois sur Twitch, donc à voir si la courbe va se stabiliser. Pour l'instant, à mon avis, ils ont surtout séduit les déçus de Fortnite. Reste à savoir s'ils vont aller leur piquer des parts de marché de joueurs qui jouent encore. Est-ce qu'ils visent pas la place de PUBG tout simplement? C'est possible. C'est possible. À mon avis, ils essayent surtout de prendre la place que Call of Duty n'a pas eu, vu qu'en fait la grande différence, c'est que pour avoir le Battle Royale de Call of Duty, il faut payer le jeu, alors que là, c'est free to play. Ça change tout. Ça change pas mal quand même. Et on reviendra peut-être dessus plus en détail en consacrant une peut-être critique au jeu, pourquoi pas, si jamais l'un de nous a le temps ou l'une de nous a le temps de le faire, je ne sais pas. Cédric, tu vas nous parler animation comme d'habitude cette semaine, une saison 2. Pardon, une saison 2. J'étais encore sur mes dragons. Ouais, ce que j'allais dire, une adaptation animée. Moi j'ai parlé Beastars, le manga qui vient de sortir chez Kiyun, qui est un des mangas qui a de plus en plus de succès au Japon, qui est sorti en 2016, va être adapté en animé. Alors ça nous paraît très tôt pour nous parce que le manga vraiment vient de sortir ce mois-ci. En France, mais on en est déjà à quasiment 12 tomes au Japon. La série va être faite en CGI, donc en 3D, ce qu'on disait, mais un type de 3D où ils vont sûrement repasser dessus un peu à la palette pour donner un effet dessiné, donc ça me promet d'être intéressant. C'est une excellente série, et pour moi c'est ce que Zootopie aurait dû être si ça avait été bien écrit, mais c'est personnel. Non, ça c'est Vermine. Non. Tu confonds. Et on parlait donc d'une saison 2 pour Maid Dragon. Oui, ça vient d'être annoncé il y a quelques jours par juste une petite image promo. Maid Dragon, la série, une des dernières séries de KyoAni, grand spécialiste du vide et du rien que j'aime énormément, avait fait une très bonne série sur Crunchyroll, la saison 1. La saison 2, aucune info, mais prévu au courant de l'année, donc on en reparlera quand on aura plus de détails. Beastars, ça vous fait envie? Vous connaissez un petit peu? Pas du tout autour du plateau? Non. Voilà, écoutez les amis, c'est simplement des fables de La Fontaine assez sympa. C'est des animaux anthropomorphisés. Ouais, c'est Black Sad à la japonaise, voilà. Et c'est Zootopie en mieux, quoi. Voilà, tu le pitches 1000 fois mieux que moi. On enchaîne du coup sur un long métrage d'une saga de jeux vidéo bien connue des amateurs de Miyazaki. Ni no Kuni, Level 5 vient d'annoncer en partenariat avec Warner, qui est donc toujours dans les bons coups pour tout ce qui est adaptation manga, qui vont faire un film qui sort, alors je me rappelle plus, c'est l'été, c'était 2020. 2020, on est d'accord, bien sûr. On a pour l'instant quelques noms, c'est surtout l'équipe technique de Ni no Kuni qui revient, le réalisateur Ni no Kuni revient à la réal du film, et Joe Hisaichi revient à la musique, donc Joe Hisaichi a une musique, peu importe ce qu'il fait, c'est toujours aussi bien. Et si vous n'êtes pas en train de vous écouter, non, il est à la Philharmonie en ce moment. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, moi je rappelle que pour moi sa meilleure BO c'est L'été de Kikujiro, donc qui est pas un Miyazaki, et beaucoup de gens l'oublient souvent. Donc voilà, donc on va voir, parce que c'est quand même une bonne série Ni no Kuni, même si il y a du haut débat, c'est quand même un produit intéressant. Moi, ça se prête à un long métrage, non? Vous pensez pas autour du plateau? Moi j'avais vu l'adaptation de Professeur Layton en long métrage. C'est plutôt joli. Par contre, il faut un scénariste, quoi. C'est-à-dire que Ni no Kuni, t'as une histoire quand même. Ouais. Layton, c'est quand même le principe. Le principe se repose genre, connard, je te pose une énigme ou je te tue. Donc c'est vrai que c'était très bizarre dans le film que t'avais ce délire. C'était un peu plus simple à adapter, quoi. Ouais, je pense aussi. Ouais. Très bien. On poursuit sur le monde du cinéma avec toi, Lorraine, avec un remake qui concentre beaucoup d'espérance et beaucoup de crainte. Oui, ça va être encore un classique de Carpenter qui va être modernisé. Et c'est Leigh Whannell qu'on connaît pour Saw et Insidious qui va s'en charger du coup. A priori, John Carpenter serait plutôt confiant, mais tant qu'il garde un œil sur la production. Donc il serait en prod pour le coup, il serait dire de prod dessus. On ne sait pas encore si Kurt Russell reprendra son rôle de Snake Plissken, ni si la suite à Los Angeles 2013 sera également adaptée. Voilà. Belle réaction, ça n'a dit. Est-ce que ça mérite? Je sais pas. Pardon, je te laisse finir. Non, pas du tout. Non, mais moi, ce que je me demande surtout, c'est si le duc de New York aura encore ses lustres sur sa bagnole. Et si Che Guevara continuera à faire du basket aussi. On verra, effectivement. C'est vrai que Carpenter est en plein... revival, mais d'une manière assez bizarre, notamment avec la suite de Jack Burton avec The Rock.
Kevin, ça t'inspire? John Carpenter, ça fait plusieurs années qu'il est conseiller artistique sur les remakes de ses originaux, et il y a des fois c'est pas très fameux. Le Halloween était excellent l'année dernière, je sais pas si moi j'ai trouvé le Halloween l'année dernière assez excellent. La très mauvaise résurrection d'Halloween en 2008 et 2009 dont il était conseiller artistique, on pourra repasser dessus. C'est pour ça que je sais pas trop si c'est un gage de qualité qu'il soit conseiller artistique. Depuis 20 ans, Carpenter il est un peu, mais bon. Et peut-être un peu trop lâché prise, peut-être. Au moins, il pourra en vouloir que lui-même, quoi. Et on finit ce point news du coup sur un joli, une très très belle nouvelle. Une bonne nouvelle pour Kingsman 3. Le 3e film de la saga de Matthew Vaughn qui se fera par contre sans Eggsy, interprété par Taron Egerton, puisqu'il s'agirait en fait d'un préquel se déroulant pendant la Première Guerre mondiale. Au moment de la création du service secret des Kingsman, et donc qui reposerait sur un nouveau duo porté par Harris Dickinson et Ralph Fiennes. C'est malin parce que le 2 était moins bien que le 1 et apportait beaucoup moins de choses. Et c'est malin de repartir à zéro et en création. Et surtout, je vois pas trop ce qu'il pouvait raconter à la fin du 2, ça me semblait très bizarre. Ouais. Déjà le 2 c'était un peu trop. Moi j'ai bien aimé parce que j'aime bien Matthew Vaughn, c'est toujours assez c'est généreux comme cinéma, tu vois, c'est indéniable voir Elton John qui kick des robots chiens, tu vois. Moi ça me fait plaisir de voir ça au cinéma. Ouais. Mais le 1 est sans aucune mesure bien mieux, ça c'est sûr. Alors il y aura pas que ce duo de tête, parce qu'il y aura toute une clique d'acteurs. Il y a un très très beau casting avec apparemment Daniel Brühl, Ricci Fans, Charles Dance, Gemma Arterton. Gemma Arterton et Jimon Hounsou. Voilà. Il faut pas les mettre dans le même film. Bah non, c'est impossible. Au générique, tu sais plus qui c'est. Voilà, Tom Hollander, Aaron Taylor Johnson et plein de gens. Voilà, donc c'est une espèce de c'est Disney quoi. Il y a Daniel Brühl, moi je suis arrêté à Daniel Brühl, j'ai fait d'accord. Très bien. J'adore Daniel Brühl. Mais c'est intéressant de voir ce qu'ils pourront raconter peut-être sur la Première Guerre mondiale et comment est-ce que tout ce service se met en place. Une dernière info peut-être cette semaine qui s'intègre au conducteur à la volée, c'est notre ami Alt 236 qu'on avait reçu pour une spéciale Lovecraft qui sort un bouquin consacré à Berserk chez Third Editions. On le félicite. Voilà, je sais pas si vous êtes fan de Berserk autour du plateau. Le bouquin sortira au mois de juillet pour Japan Expo. Donc voilà, est-ce que vous avez pu lire Berserk, regarder Berserk, est-ce que vous attendez ce bouquin? Moi je connais Alt 236, c'est très bien ce qu'il fait, mais Berserk c'est beaucoup trop noir pour moi, ça m'a jamais attiré. Moi j'adore, c'est la base de la dark fantasy Jap, pour moi c'est une des grosses bases en tout cas, et quand j'étais ado ça m'a forgé ça m'a fait mon adolescence, franchement. Grégoire, beaucoup trop sombre pour moi, je suis plus Dragon Ball, One Piece, etc. Ouais, pareil. Voilà. Puis en plus j'aime pas la fantasy, alors du coup ça aide pas quoi. David t'aimes rien de toute façon. Ouais, alors là vous allez voir après les films, là vous allez voir, oui j'aime rien. Très bien. Bon, écoute, David n'aime rien, c'est là-dessus qu'on va se laisser pour ce point. J'aime certaines choses, mais je suis relou. Voilà. Ok, très bien. Et donc le titre de la pause musicale. Relou ou exigeant? Il y a une différence. Je sais. Alors des fois exigeant et des fois relou. Exigeant, moi je trouve. Le titre de cette pause musicale est donc de circonstance, c'est Second Chance de Naito. À tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, toujours avec Davy Mourier. Je suis pas parti. J'ai eu le dimanche de Régis Robert qui a explosé dans ma tête parce que j'avais oublié qu'on les. Enfin bon, bref. Démarche. Voilà, très bien. Tu nous feras un jingle après. Très bien. Alors, toujours avec Kevin. Comment ça va, Kevin? Ça va très bien, toujours. Toujours, évidemment, on est avec Grégoire, on est avec Lorraine et avec Cédric. Ouais. Lorraine, tu vas nous parler de Dragon 3. Cédric, tu vas nous parler de Nicky Larson et le parfum de Cupidon. C'est l'heure des critiques. Oh là là. Mais c'est de la merde! Alors Lorraine, Dragon 3, dernier volet de la trilogie de Dean de Blois. Rappelle-nous un petit peu ce que c'est que Dragon. Oui, alors pour commencer, How to Train Your Dragon, dans le titre original. Dans le premier volet, le héros c'est Hiccup qui découvre que les dragons sont domesticables et qu'ils sont loin d'être des bêtes féroces comme les légendes le racontent. Dans le deuxième, chaque villageois possède son dragon et on va en apprendre un peu plus sur leur mode de vie. On va aussi apprendre que on peut les contrôler grâce à un alpha, et on apprend ça grâce au qui est un dragon, l'alpha le dragon alpha, qui est gardé par le méchant du film du coup. Mais on va aussi découvrir que ils ne sont pas les seuls riders de dragons. Il y a aussi une rideuse, Valka, et on découvre également que c'est la mère de Hiccup. Oh, je t'ai spoilé un truc. Mais non, il faut pas le dire. Ça spoil Dragon 2 là. Oui, attention. Elle est sortie il y a quelques années quand même. Ouais, donc, mais même. Et voilà, tant pis.
Du coup, donc, le troisième film démarre sur Hiccup et sa bande qui continuent leur quête de traquer les trappeurs de dragons et les ramener tous à Burke pour leur assurer la paix, félicité, bonheur. Mais il y a un mais. Mais oui, il y a un mais. Pardon. Les dragons sont de plus en plus nombreux et prennent de plus en plus de place. Je suis désolée. Vas-y. Non, mais... Tu assumes, vas-y. Oui, j'assume jusqu'au bout. Donc, les derniers qui ont été sauvés, en fait, appartenaient au nouveau méchant du film, un redoutable chasseur du nom de Grimmel. Donc, soucieux de protéger les dragons, Hiccup va se replonger dans les écrits de son père et se mettre à la recherche du monde caché. Un monde légendaire où les dragons vivent entre eux, libres et prospères. D'accord, donc ça va être une sorte de track avec encore un méchant. C'est pas un peu redondant, étant donné qu'on a peut-être eu ça dans le film précédent, pas sous la même forme, mais... Et en mieux justement, en fait, oui, mais en fait non. Parce qu'en fait, l'enjeu du film n'est pas du tout... Il n'y en a pas. Non, c'est pas ça, c'est que ce n'est pas du tout... Laisse la filière, après on bâchera si t'as envie. Laissez-moi travailler. S'il vous plaît. Non, c'est qu'en fait, le méchant, en fait, on s'en fout un peu. Ah ouais. C'est qu'en fait le méchant il sert juste de méchant et d'antagoniste à Hiccup parce qu'en fait le personnage le plus important de ce film c'est la Furie, la femme Furie, la blanche, la femelle de Croque-Mou parce qu'en fait c'est tout simplement son histoire d'amour avec Croque-Mou qui va faire avancer toute l'histoire et qui va faire qui va être l'enjeu en fait du film et qui va servir à tout le déroulement et à la finalité. Parce qu'en fait, c'est à cause de cette romance que Croque-Mou va va vouloir prendre des décisions, décider de voler par lui-même et sans Hiccup. Donc en fait, reprendre un peu sa liberté, ses droits. Mais ça ressemble à quoi alors ? Un peu, ça ressemble au monde caché, ça. Alors le monde caché, c'est un espèce de lieu qui ressemble un peu à... Ça fait penser un peu à Pandora dans Avatar. Et c'est un autre monde, un truc complètement inconnu qui ne ressemble en rien au monde des humains et où les dragons vivent vraiment entre eux et l'homme n'est pas du tout le bienvenu et tant mieux. On commence peut-être à voir où se dirige ce film. Oui, parce qu'en fait, donc on va se rendre progressivement compte que les dragons ont toujours répondu à des exigences humaines. Puisqu'on les a domestiqués un peu comme des chevaux sauvages, mais sans les avoir vraiment écoutés. Donc sans qu'ils soient malheureux pour autant, mais on prend conscience de la liberté dont ils ont été privés pendant toutes ces années. Et le film se termine sur les habitants qui enlèvent tous les selles et les harnais de leurs dragons, leur laissant... Vous dites vraiment tout ici vraiment pour que les gens ils aillent plus au cinéma moi, ou pas? À titre personnel, je suis pas pour les spoilers. Ok. Lorraine... Voilà, je vais un petit peu m'énerver. Désolée, oui, mais justement, en fait, ce que je voulais dire, c'est que que la grille de lecture, on peut C'est pas important. C'est pas important de savoir. J'ai cru comprendre que dès le début, il t'explique que en fait, les hommes tu comprends très vite avec les dragons, ce qui va se passer à la fin. Si tu veux, moi, le souci, c'est que pour ce qui est de toute la direction artistique, c'est magnifique. Après, c'est vraiment pas le film le plus intéressant de la trilogie, sans qu'il laisse indifférent pour autant, mais mon gros regret, c'est que j'ai eu aucune surprise tout au long du film. Scénaristiquement, je m'attendais à clairement tous les événements, chaque résolution, mais ça reste une très belle fin à un univers qui m'est extrêmement cher. C'est l'émancipation des dragons en fait comme un passage à l'âge adulte, comme dans la lignée des Toy Story et des films qui font grandir et qui font même grandir les adultes. C'est une fin très bienveillante, positive et feel good et émotionnellement difficile à gérer parce que j'ai vraiment, je crois, chialé pendant une bonne partie du film. Très bien, très bien. Du coup, je vois que le chat a explosé à peu près en même temps que Davy sur la question du spoil. Donc... Non, mais le spoil, c'est vraiment, c'est pas, on s'en fout. Voilà. Désolée, tout le monde ne partage pas cet avis, donc c'est une question qui se discute. Elle a raison. Est-ce qu'un spoil, est-ce que le fait de spoiler un film, ça le rend pas bien, tu vois? C'est-à-dire qu'est-ce que tu spoil Fight Club, ça rend Fight Club nul? Moi, je pense pas. Ça enlève effectivement une partie de l'intrigue quand tu découvres. C'est un peu chiant quand même. Non, mais c'est bien sûr que c'est chiant, mais ça t'enlève pas le fait que le film il est bien, tu vois. Si tu spoil Seven. Ça n'arrive pas que le film est quand même très bien. Non, mais bien sûr, mais ça veut dire que tu considères que tout un film ne correspond à son twist. La problématique, c'est que là tu dis Fight Club et Seven, c'est des bons films. Là, on est sur un film qui a raté son troisième film. C'est-à-dire que le premier est bon. Le deuxième est extrêmement bon de Dragon, c'est vraiment le meilleur de la saga. Il y a des surprises, il y a vraiment du sentiment, etc. Et celui-là, tout va vers la fin, mais il n'y a rien
qui amène à la fin. La fin est jolie. On est d'accord. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'histoire. Donc, du coup, moi, j'ai pas pleuré alors que je chiale normalement au cinéma. Et là, j'étais énervé de pas pleurer. Parce qu'en plus, le passage à l'âge adulte, c'est exactement des sujets que j'aime traiter et qui sont tristes. Et là, ça ne fonctionne pas. Après, t'as quand même quelques trucs qui marchent vraiment. Ça veut dire que déjà, c'est La Débauche qui en parle, qui est mon seul et unique fan de mon fan club, Benjamin, qui disait par exemple que la technique elle est assez ouf et que moi j'étais visuellement toujours sur la gueule de Hiccup et ses poils de duvet barbe qui sont juste somptueux. Et la musique, quoi. John Powell, il a écrit, je pense, sur les 3 films, c'est la plus belle. Et en fait, j'ai un ami très fan. Je finis sur ça. J'ai un ami très fan BO qui m'a expliqué qu'en fait, la femme de John Powell est morte pendant l'écriture. Et donc, en fait, tu sens toute la puissance, moi je trouve, mortuaire en fait, de la séparation des personnages. Je trouve que j'ai pleuré à la musique, moi en fait, plus qu'autre chose. Et en parlant de duvet, je crois que Grégoire voulait dire quelque chose. J'ai surtout l'impression qu'on va de cliché en cliché dans ce film. C'est assez hallucinant. L'objectif premier, c'était de conclure la trilogie. Et alors, ils ont choisi de le faire via l'émancipation. Tiens, on a une équipe de gosses qui a domestiqué des dragons. On va émanciper les gosses et on va émanciper les dragons. Ouais, génial. Personne n'a jamais fait avant. Non, mais vous imaginez le truc. C'est un cliché monstrueux. C'est comme ça qu'on devine la fin. Et c'est comme ça que c'est niais, quoi. On regarde les images. Ça m'a pas dérangé, entre guillemets, de vous spoiler tout. En fait, c'est que c'est pas intéressant. Mais surtout, c'est pas très grave, quoi. C'est-à-dire que c'est cliché, mais il y a plein de films qui sont clichés qu'on aime voir. On sait que c'est la boucle. On sait que c'est la fin de la saga. Donc, on sait que les dragons vont disparaître. En revanche, visuellement, c'est incroyable parce que c'est vrai que le parallèle avec Avatar est très très juste. Il y a quelques éléments, quelques scènes dans le trailer qui passait derrière l'écran de Carrel où on voit qu'en fait, mais je pense qu'il y a même une inspiration directe. Il y a des scènes où la découverte un peu des animaux qui y vivent avec les petites libellules oranges. Enfin, je sais pas très bien ce que c'était comme animal. Mais c'est petit dragon de feu. Ouais, c'est directement inspiré d'Avatar. Et là, pour le coup, c'est magnifique. Ce moment-là est très très beau. Mais il y a des moments très beaux. Le problème, c'est qu'ils étirent en longueur ces moments beaux pour tenir, comme la scène de drague entre les deux dragons. C'est rigolo, c'est joli, mais ça dure des plombes, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Dragon 3, c'est donc au cinéma, produit par DreamWorks, toujours. T'avais un truc à dire, Lorraine, pardon. Il faut qu'on avance, parce qu'il y a un autre film cette semaine qui est sorti. Cédric, alors, un certain... le jingle des chroniques n'aura jamais porté aussi bien son nom pour moi. City Hunter Private Eyes, reste respectueux, s'il te plaît. Non, pas du tout. C'est Nicky Larson et le parfum de Cupidon dont nous allons parler aujourd'hui. Très bien. Alors, parle-nous-en. Alors, Nicky Larson est le plus grand garde du corps / nettoyeur, ainsi que le plus grand pervers de la ville. En compagnie de sa partenaire Laura, ils sont le dernier espoir de leurs clients. Et cette fois, leur client se trouve être le possesseur d'un parfum qui fait tomber amoureux et qui demande à Nicky et Laura de protéger le flacon d'une organisation qui aimerait l'utiliser pour des buts de méchants. On sait pas trop pourquoi, mais voilà. Malheureusement pour Nicky, juste après que le parfum fut testé sur lui pour lui montrer l'efficacité du produit, le parfum est volé. Nicky et Laura n'ont donc que 48 heures pour retrouver le flacon avant que les effets soient permanents et que Larson tombe amoureux d'un homme à jamais. C'est le 5e film de Philippe Lachaud. C'est le 5e film de la bande à Fifi. C'est le 4e film de Philippe Lachaud. C'est l'adaptation de Nicky Larson, le dessin animé du Club Dorothée, qui était lui-même bien sûr l'adaptation de City Hunter, le manga de Tsukasa Ojo que vous pouvez trouver encore en France chez Panini Édition. Alors le film fait beaucoup parler de lui depuis son annonce, pas forcément bien, il divise beaucoup. Pour autant, les retours sont quand même les retours positifs ne sont pas à moitié. Est-ce qu'on doit y voir un effet de plus des réseaux sociaux qui diabolisent les adaptations avant même qu'elles sortent ou avant même que... Alors, au lieu de juger sur pièce. On va en parler juste après parce que je sais qu'autour de la table il y a quelqu'un qui n'est pas du tout de mon avis. Moi je considère que non, il n'y a pas de diabolisation. Je trouve que c'est un film raté à tous les niveaux. C'est un des pires films que j'ai vu ces dernières années et je vais vous dire pourquoi en fait. Déjà premièrement, on en parlait un petit peu avec Davy en off, mais c'est kitsch quoi. Visuellement c'est très kitsch, on a l'impression de voir un cosplay. Ils essayent d'imiter un style 80s qui est dépassé et daté plutôt d'essayer d'adapter et de le donner à un truc un peu plus moderne. Alors il n'y a pas de temporalité en soi, mais quand les personnages ont des téléphones portables, je sais qu'on n'est pas en 85, donc ça peut pas marcher en fait cette visuel là. Ensuite, à part Elodie Fontan qui est la seule qui sait jouer, mais c'est une actrice que je trouve qui a du caractère et qui sait jouer. Le reste du casting, ils sont tous complètement aux fraises. Les guest stars, c'est ridicule. Il y en a énormément et mini spoil, si vous voulez voir les premiers seins du film, c'est ceux de Chantal là-dessous. Moi personnellement, c'est pas ce que je voulais voir le plus, mais bon.
Et surtout, Philippe Lachaud en Nicky Larson, c'est ridicule, quoi. C'est un personnage, il n'a pas la prestance ni la tête pour le rôle, quoi. Ensuite, on a l'humour beauf au possible, que je pense qui est plus à te rapprocher de l'univers de la bande à Fifi que du manga de Hojo, qui était pas beauf, hein. Franchement, revoyez la définition de beauf, vous verrez sur internet que c'est pas ça être beauf, c'est pas parce que vous êtes sexiste que vous êtes beauf, c'est deux choses très différentes. Mais c'était sexiste. C'était sexiste, ça je l'ai pas dit déjà. Contraire. C'était déjà sexiste, mais je pense qu'il y avait déjà une explication fait que ce soit sexiste. Et surtout, c'est vraiment une espèce de chaos de gag qu'un enfant de 7 ans à base de pipi caca prout pourrait faire parce comme que babysitting, c'est comme babysitting, tout à fait. Puis on a une histoire molle, pas inspirée, et sous prétexte que Hojo l'a adoubé. D'ailleurs, entre parenthèses, pour ceux qui se demandent ce qu'il a adoubé, il a juste adoubé le fait que Nicky Larson n'ait 48 heures avant de ne plus aimer les femmes, en fait. Il dit ça j'aurais dû avoir cette idée à l'époque. Il a lu entièrement le scénario. Ouais, mais ça ne l'empêche. Enfin, je le sais. Mais je sais qu'il a adoré le scénario, mais ça ne change rien. Et surtout les scènes d'action, alors ça c'est un des trucs que j'ai lu partout, scènes d'action chorégraphiées super bien, mais lavez-vous les yeux avec de la javel, les gens, je pense sincèrement, parce que c'est pas bien chorégraphié, c'est pas bien filmé, ils savent pas filmer l'action. Je reconnais qu'il y a un effort, vraiment je reconnais qu'il y a un effort, mais c'est pas suffisant, c'est mou. Il y a des mecs qui attendent pour se battre en arrière-plan et il y a rien de très très grandiloquent là-dedans, quoi, surtout pour un film français. Mais pourtant, malgré ce que tu dis là, le public décidément tente à penser le contraire en arguant que le film est un hommage à la génération Club Do fait par un amoureux du manga qui a fait un travail donc de passionné. Tu le dis, il y a de l'envie dans le fait de mettre en scène le film. Est-ce qu'on peut difficilement lui reprocher cette approche? Alors, tu as raison, il y a une envie, hein, il l'a montré plusieurs fois, je peux pas lui reprocher. Lachaud, c'est un passionné, et vraiment tu vois qu'il connaît le manga, il connaît la musique, il connaît le dessin animé, il est très très fan et il avait une vraie volonté d'adapter. Mais je pense que c'est reprochable parce qu'il y a plusieurs là aussi points à ça. Déjà, c'est pas parce que t'es fan de quelque chose que t'es le plus légitime pour l'adapter. Au contraire, je pense que être fan, ça impose des fois le fait que t'es un peu aveugle face à des questions qui sont d'ordre d'adaptation et donc de trahison d'une œuvre. Tout le monde peut pas le faire. Bon, moi, je pense que là, c'est raté. En plus, il y a un fanservice à outrance et pour moi, le fanservice, ce n'est pas une qualité, surtout dans une comédie, surtout dans cette comédie-là, en fait. Et dans ce cas-là, c'est un procédé artificiel, ça sert à cacher le vide abyssal que le film essaye de tenter. Si on enlève toutes les références, Club Do, Nicky Larson, machin, c'est une comédie française assez basique, assez classique. Puis tout passionné qu'il est, je pense que Lachaud, et il l'a montré plusieurs fois quand je suis été le voir à la Comic-Con dans son interview avec Hojo, il comprend aucun procédé de mise en scène et de dramaturgie basique. Et pour ceux qui étaient à la Comic-Con, il a expliqué que la scène de fin, il a voulu faire une scène où pendant que Larson embrassait Laura, il allait soulever la jupe de la meuf derrière pour regarder sa culotte. Et Hojo a dû lui dire que bah non, si Nicky Larson il déclare à Laura qu'il l'aime, il peut plus se comporter comme un pervers parce que le fait qu'il se comporte comme un pervers cache une blessure plus profonde qu'il a avec les femmes. Donc elle est réglée à ce moment-là, il peut plus faire ça. Et Lachaud a quand même trouvé un moyen de mettre un plan culotte rigolo à la fin parce que voilà. Puis surtout, pourquoi vouloir faire remonter l'humour de l'émission du Club Dorothée qui était déjà un peu bas du front et qui posait déjà des problèmes dans les années 90 ça c'est vraiment un truc que je comprends pas en soi. C'est un... À part juste que Lachaud, il fait partie des véhicules, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est l'un des héritiers, je pense, de cette époque Club Dorothée en termes d'humour, quoi. Et surtout, l'animé, c'était déjà une réadaptation du manga, mais c'était jamais à ce point-là bas du front. Ça a beau être sexiste, comme je disais, c'était pas beauf. Et les dialogues peut-être changeaient en français, donc l'interprétation qu'on pouvait en avoir, mais picturalement, l'image était tellement forte que vous pouvez pas penser que Nicky c'était un débile, en fait, puisque visuellement, il y avait quand même un air sérieux et badass qui en démêlait. Donc au final, adapté Nicky Larson par Philippe Lachaud, Lachaud il a réussi deux choses. Déjà, il nous a rappelé que le Club Do c'était un peu le TMP des enfants pour l'époque. C'est faux. C'est-à-dire un show qui faisait fi du bon goût et la tolérance pour imposer un humour normalisant et nivelant vers le bas. Ensuite, ça nous prouve que même armé des meilleures intentions, on ne peut pas toujours réussir si on n'a pas le talent ou la réflexion nécessaire à la tâche. Et pour les gens, et je finis sur ça, qui pensent que je me prends trop la tête ou que je les insulte parce qu'ils ont aimé le film, déjà vous avez tout à fait le droit de rigoler et d'aimer le film, c'est absolument pas un souci, je reproche des choses au film, pas à vous. Et surtout, je vous rappellerai juste que dans Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, on brûlait les livres parce qu'on avait peur d'être inférieur face à une pensée que l'on ne pouvait pas comprendre. Ce qui fait que donc vraiment, je ne vous attaque pas. Pour moi, j'attaque cette culture du vide et c'est pas la faute des spectateurs, mais bien de ceux qui la créent et qui l'imposent le problème. En conclusion, Nicky Larson ne craint personne, mais Nicky Lachaud, ça vaut 0. Alors on a compris, t'as pas aimé le film du tout. Kevin, après toute cette aigreur, oui, parce que je bondis un peu. Kevin, déjà, du coup. Nicky Larson est une adaptation effectivement du dessin animé version française
et non pas du manga, donc c'est bien de le rappeler. Ensuite, c'est une Madeleine de Proust de la génération Club Dorothée, c'est-à-dire que ça part sur le fond de Nicky Larson, mais après c'est une Madeleine de Proust pour tous les gens qui sont nés entre 1977 et 1989. Donc il y a effectivement, pour toute cette génération-là, c'est une grande Madeleine de Proust. Philippe, alors pour être très objectif, j'ai animé toutes les avant-premières du Nord de ce film, et je connais très bien la bande à Fifi, je préfère le dire pour voilà, mais je pense que je suis quand même assez objectif, je suis pas forcément client de l'humour de Babysitting, un peu plus de celui d'Alibi. Là, il y a eu un véritable travail d'adaptation. Ça fait 3 ans, 1 an d'écriture, avec une écriture, un scénario dont j'avais lu la première version, qui a énormément changé à la suite, adoubé par les fans de Nicky Larson, en tout cas de la version française. C'est ce qu'on a vu au Comic-Con justement, même si effectivement il y avait un débat avec le créateur, mais a priori ça a plutôt été adoubé par le public. Il faut aussi se rappeler que quand j'entends que le Club Dorothée c'est le TPMP de l'époque, pas du tout. TPMP, Dieu sait que cette émission me dégoûte. Moi je suis très content d'être d'une génération où j'ai regardé le Club Dorothée et où on n'avait pas les anges de la télé-réalité, on n'avait pas tout ça. Le Club Dorothée, je pense qu'on va en parler dans le débat tout à l'heure, a été cinglé. Ne prenons pas de l'avance. Quand on regarde ce qu'ils ont amené, moi je suis très content d'avoir passé 4 heures à regarder Dorothée qui chantait les dessins animés plutôt que Nabila et ses seins à poil sur Énergie 12 comme les gamins de maintenant. Donc moi je suis très content d'avoir retrouvé cette Madeleine de Proust là. Il y a eu un travail de découpage important. Philippe, c'est son 4e film. Là on voit que le découpage est un petit peu plus abouti. Effectivement c'est du fan service, mais on n'en demandait pas plus. Et moi j'invite vraiment les gens à aller voir ce film, à se faire une idée d'eux-mêmes pour ne pas plonger dans l'aigreur des mauvaises critiques. Alors après c'est vrai que pour tempérer ton avis quand même assez tranché sur le film, moi je vous cache pas, bon après je sais pas si vous avez vu autour du plateau, vous l'avez vu tous les deux le film, Grégoire, Lorraine, David, tu l'as pas vu le film? Non, je l'ai pas vu, mais j'ai un avis, c'est que j'irai pas le voir. Mais pour tempérer un petit peu, je trouve que quand même il y a des gags qui fonctionnent. Il y a effectivement j'ai envie de dire, c'est Karim Debache qui disait quand t'as 300 gags dans un film, j'espère qu'il y en a un ou deux qui marchent, quoi, effectivement. Non mais l'arc de Didier Bourdon il fonctionne assez bien. Oui, parce que c'est Didier Bourdon, c'est-à-dire que je peux rigoler parce que j'aime bien Didier Bourdon, ça rend pas l'arc bien. Mais c'est de l'humour, c'est très subjectif. Problème, je juge pas le fait que tu rigoles. On est toujours le beauf de quelqu'un, attention. C'est mais bien sûr, à Cartoonist, dans les années 80, fin 90, 98, 99, on avait les Bitoman, même nous, une case en moins, on faisait ça. On se déguisait avec des costumes qui ressemblaient un peu aux dessins animés et on faisait que des blagues, un rappeur au Club d'eau. Mais ça, c'était en 1999. Est-ce que ce film n'arrive pas un peu tard ? Et l'envie aussi, il faut voir que pour toute cette génération qui va aller voir ce film, puisque la base c'est des gens qui ont grandi avec le Club Dorothée, je crois, la première base avant le bouche à oreille, je pense que c'est effectivement compliqué pour quelqu'un qui n'a pas grandi dans la version Club Dorothée ou qui n'a pas connu Nicky Larson de se plonger dedans, parce qu'il y a énormément de fanservice effectivement, mais je pense que c'est le bon moment parce qu'on a tous entre 20 et 40 ans et qu'il y a une, je sais pas s'il y a une vraie demande, mais a priori avec le box-office il y en a une, je pense que c'est le bon moment d'arriver ça plus tôt. Je sais pas s'il y aurait eu déjà les moyens techniques, le financement tel qu'il l'a maintenant. Et je sais pas si le public aurait été au rendez-vous plus tôt. Et rappelons quand même que Ojo a refusé beaucoup de scénarios avant celui-là, précisément parce qu'il refusait le fait que les gens voulaient faire des films d'action comiques, mais ils voulaient une comédie avec des scènes d'action intérieures, plutôt dans la tradition de la Carapate ou des choses comme ça. Je rappelle juste que Ojo cette année il a signé pour un film chinois, le film français, le dessin animé japonais. Ojo il a besoin d'argent, moi je pense aussi. Donc après on peut dire ce qu'on veut, ce qu'on est. Enfin, ça vous me ferez jamais avaler qu'un japonais qui vous dit oui j'adore. Enfin c'est les japonais, hein. Ils ont le second sens, le double langage autant qu'ils veulent. Vraiment, je crois pas. Moi, j'y crois pas. Je sais qu'on lui a dit tous les gags du film. Il a vu le film, il y avait un traducteur qui lui expliquait que c'était compliqué pour le traducteur d'adapter, pour lui faire comprendre les blagues et tout ça. Mais moi, je crois pas. Pour moi, c'est pas du tout Nicky Larson ni City Hunter. Hein. Moi, je m'en souviens très bien du dessin animé. J'ai lu le manga, ça n'a rien à voir. C'est vraiment comme on disait avec Davis, c'est un film de la bande à Fifi, avec leur humour normalisant et très homophobe et sexiste. C'est pas vrai. Alors là, pour le coup, moi qui suis ambassadeur sur homophobe et qui suis gay complètement, je peux t'assurer qu'il n'y a pas une once d'homophobie dans ce film et que Philippe n'est pas une seule seconde homophobe. Ah bah t'es la seule personne que j'entends dire ça pour l'instant. Écoute, moi j'en connais aussi, mais bon. On continuera cette discussion hors antenne si vous voulez bien. On comprend bien que ce film ne met pas grand monde d'accord. C'est quand même bizarre que ce soit un film comme ça. C'est pas non plus je comprends pas qu'un film déclenche autant de méchanceté et d'aigreur. Franchement, c'est un film qui est là pour faire rire. C'est un film qui est là pour faire du bien. C'est pas non plus un film de philosophie. Donc je comprends pas autant de. Mais bon. C'est ce que je disais dans ma conclusion. Donc tu réécouteras ma conclusion. C'est pas parce qu'un truc est simple qu'on peut pas réfléchir dessus. Et si justement on peut pas réfléchir dessus, c'est qu'il y a un vrai souci de base. Karel qui fait comme s'il avait aimé alors qu'il a mis 3 sur Sens Critique. Non, moi je considère. Moi si tu veux, je considère
considère que c'est pas... Non mais, pour être tout à fait transparent, je considère que c'est un film qui a beaucoup de problèmes, notamment sur la démarche de l'adaptation, notamment sur le plan final où tu as le film qui devient une case du manga avec le générique japonais. D'un seul coup, tu switches sur le générique français. Donc, qu'est-ce que vous adaptez, les gars ? Et à partir de là, à qui vous vous adressez ? C'est ça le souci que j'ai avec ce film, c'est que à vouloir adapter un peu tout en même temps, il sait après, peut-être comme pas Philippe, trop. t'étais là, on a fait 2 interviews bien croisées. sûr, mais on l'a rencontré. Donc, l'interview qu'il y a eu pour la mienne, t'as bien vu qu'il dit, il le dit lui-même, il dit qu'il fallait faire plaisir à l'humour, parce que c'est pour les financements et pour le box-office, il fallait de toute façon. Donc faire plaisir aux fanservice de la bande à Fifi, faire plaisir aux gens du Club Dorothée et à un troisième public qui sont ceux qui aimaient le dessin animé. On pouvait regarder le dessin animé et pas le Club Dorothée. Mais là, il y a 3 choses différentes. Mais est-ce que cette équation peut être résolu facilement? C'est ça le problème que j'ai. Ça mérite d'être essayé, au moins celui qui n'essaie pas ne se trompe jamais. Tout à fait. Et donc essayez d'aller voir quand même. Vous voyez bien qu'il y a des gens qui apprécient, des gens qui apprécient pas. Et c'est simple d'avoir eu ça. Voilà, on a eu ça sur plein d'autres films. On a eu ça sur Ready Player One, on a eu ça sur Star Wars, on a eu ça sur plein d'autres films. Donc voilà, moi je trouve ça sain qu'on puisse en discuter. Star Wars. Et on va pas refaire ce débat, s'il vous plaît les amis, parce qu'on a pris suffisamment de retard et on va quand même faire ce débat sur le Club Dorothée, si vous le voulez bien. Moi je l'ai pas aimé. Pour l'heure, on va s'écouter, on va se détendre en écoutant Get Wild. À tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bulles de pixels. On a eu un moment de décompression après les critiques de Dragon 3 et de Nicky Larson. Beaucoup de discussions. Dragon 3, ça allait. Voilà, Dragon 3, ça allait, effectivement. On va poursuivre le débat si vous voulez bien. Je veux juste dire un tout petit truc. Je vois sur le forum que ça s'agite pour la fin. Au cas où, si vous avez mal interprété ce que j'ai dit, encore une fois, vous avez le droit d'aimer le film. Hein. Je n'ai aucun souci avec ça. Je reproche aux créateurs, pas à ceux qui aiment. Et vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Je ferme pas le débat. C'est juste que sinon c'est cyclique, on tourne en rond. Vous voyez, rien qu'en fermant mon truc, on a pu parler 5 minutes dessus. Donc à un moment, dans une critique à la radio, je peux pas vous dire mais dites-moi ce que vous en pensez. C'est fini pour les critiques du coup, et on va attaquer les amis, le grand débat. De quoi Dorothée est-il le nom? $50 que j'ai raison. Je tiens le pari. On se sent visé, je monte à $100. Alors de quoi Dorothée est-il le nom? On peut quand même commencer déjà par définir ce qu'est le Club Dorothée, donner un petit portrait robot. Dans quel contexte est-ce que le programme se crée et qu'est-ce qu'il propose fondamentalement? Davy, Kevin. En gros, TF1 a besoin de contrecarrer France 2, enfin Antenne 2 à l'époque. Antenne 2, ouais. Ils avaient Récréa 2 depuis le début des années 80, qui marchait grave. Et TF1, vu que c'était une chaîne nouvellement privatisée, avait besoin d'audience. Et à l'époque, l'audience était les enfants, parce qu'il n'y avait pas Internet. Donc du coup, comment avoir de l'audience? Eh ben, il faut faire venir des gens de Récréa 2. Il faut savoir qu'à Récréa 2, Dorothée était très très mal payée. Par Jacqueline Joubert. Ouais, elle était très très mal payée. Et du coup, quand TF1 a commencé à lui faire miroiter des trucs, elle y est allée et elle avait raison, parce que c'est vrai qu'elle n'était pas considérée comme la meilleure animatrice de Récréa 2, et pourtant c'était elle qui attirait les foules. Déjà Jackie, je crois, était partie avant elle avec Karine Chéry sur TF1 pour présenter des émissions pour enfants. Dorothée, le transfuge s'est fait en 87 et le transfuge a été réussi. Ils ont créé donc le Club Dorothée, du nom de Dorothée. Et elle devient directrice de l'unité de programmation jeunesse de TF1, ce qui est quand même un sacré poste. Et c'est AB qui est derrière, faut bien parler de AB parce que quand même Jean-Luc Azoulay. AB est à la base de tout, du bien et du mauvais dans le Club Dorothée. Et donc Dorothée arrive avec un direct raté à la télévision française. Ils disent aux enfants, bon, on repart, on va recommencer. C'est quand même fou, c'est une première émission qui est ratée. Il y avait déjà les musclés, il y avait déjà quasiment tout était là, la base était là. Et après ils ont commencé avec une émission le mercredi matin, je crois, puis après c'est devenu le mercredi après-midi, puis après pour les enfants le matin avant, et puis après il y a eu le samedi, après il y a eu tous les jours, et puis c'est devenu un truc fou jusqu'en 97. Entre 30 et 40 heures par semaine avec 8 heures de direct le mercredi, c'est ça, truc de dingue. Qui s'est un peu calmé en 1995, on en parlera avec Ségolène Royal tout à l'heure. Après voilà, dans le bon et le bien, Dorothée, je trouve que, encore une fois, en mettant ça en perspective, je comprends totalement que par rapport au programme de l'époque, on ait pu y trouver des critiques. Moi, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, là je vais le dire avec un peu moins de passion, mais quand je vois des gamins maintenant de 10 ou 12 ans dire mon programme que je regarde en rentrant de l'école, c'est comment dire Nabila, ou c'est les anges de la télé-réalité, moi je trouve qu'on avait beaucoup de chance d'avoir une programmation comme ça le mercredi. Moi j'aimais plutôt bien l'humour de Pas de pitié pour les croissants. L'ancêtre
Level 1. Tout à fait. J'aimais beaucoup les chansons de Dorothée. Pour moi, c'est une des premières icônes pour les enfants. J'étais moins fan de la programmation des animés. Il y a des animés que j'aimais pas. Moi, je regardais vraiment pour le côté variété. Et je trouve que voilà, on a eu beaucoup de chance d'être dans cette époque-là. Après, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui interdisaient aux enfants de regarder Dorothée. J'ai plein de copains qui n'ont jamais regardé. Mais moi, je trouve qu'on a eu beaucoup de chance justement d'avoir cette programmation-là qui changeait de la programmation Énergie 12 de maintenant. Perso, j'étais pas né en fait à ce moment-là. En quelle année ? Je suis né en 96, donc ça s'est fini 2 ans après. Bah ouais. Un an après. C'est qu'en fait, on est effectivement, précisons d'emblée que on est quand même assez jeunes autour du plateau, si je puis me permettre. Moi je suis de 89, donc j'ai quand même connu. T'as quand même connu. Mais les minicums, c'était très bien. Et c'est ce que j'allais dire, en fait, ça a inspiré tout ce qui est derrière. Les minicums, il y a eu les zouzous aussi. Les zouzous sur France 5. Après ce qui était particulier avec Dorothée, c'est que c'était vraiment de la variété. Faut pas, à l'heure actuelle encore, Dorothée, la record woman du nombre de Bercy, 53 Bercy remplis plein à craquer. Faut quand même le faire. Je suis pas forcément sûr qu'un autre programme jeunesse puisse le faire encore maintenant. Et alors elle peut se le permettre parce qu'elle a un empire médiatique derrière. Tu mentionnais AB Productions juste avant. Faut rappeler qu'AB, il me semble, produisait déjà ses disques avant le début du Club AB, Dorothée. ils ont compris très rapidement que pour se faire du pognon, c'était grâce à la musique. C'est pour ça que tous les génériques des dessins animés du Club Dorothée ont été réécrits par AB et chantés par des gens du Club Dorothée. Parce que dès que tu passes le générique à l'antenne sur TF1, droit d'auteur. Et donc du coup, ils se sont fait énormément de pognon comme ça. Donc très vite, Azoulay a compris que la musique était le nerf de la guerre. Et c'est pour ça que Dorothée a fait autant de Bercy, etc., etc. Et si je puis me permettre aussi, c'est une émission de variété, j'insiste, parce que Dorothée, il y a plein de défauts, mais il faut voir toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est une émission, moi, qui m'a fait découvrir quand j'avais 4 ans, Ray Charles, qui a fait toute un après-midi avec Dorothée. Et moi, c'est vrai que Ray Charles a fait un duo avec Dorothée. À Noël, ils avaient énormément d'invités pour les clubs Dorothée Noël, où il y avait vraiment des Dorothée qui faisaient des duos avec des gens fous américains, tout ça. Incroyable. C'était fou ce qu'ils faisaient. Non, c'est vrai qu'on a tendance à se rappeler de Dorothée que pour juste le concept du club Dorothée, mais Dorothée a été connue, par exemple, beaucoup de gens disent elle achetait les animés ou les mangas et machin, elle aimait pas ça. Mais je connais pas beaucoup de gens qui n'aimaient pas ça et qui allaient tourner des Sentai, parce que Dorothée, c'est une des rares françaises qui allait tourner dans des trucs de Power Rangers. Je vous résume ça vraiment truc, mais elle a fait Liveman, elle a fait des trucs comme ça. Elle a fait des épisodes de trucs où elle était très contente. Les Japonais la connaissaient, ils étaient très contents de la voir parce qu'à l'époque, c'était la seule qui leur prenait des trucs, quoi. Enfin, qui leur prenait des animés, des machins. En fait, France. Il faut savoir que le Club Dorothée, c'était vraiment pour faire du pognon. AB était là pour faire du pognon, TF1 était là pour faire du pognon. Mais au milieu de ce truc un peu dégueulasse, parce qu'il faisait des émissions un peu vite, il y avait quand même des choses très bien qui ressortaient. Il y avait des émissions sur les animaux, il y avait des millions de copains qui nous montraient qu'il y avait des enfants qui galéraient dans le monde. On pouvait donner de l'argent, etc. Il y avait quand même, en fait, il y avait du bon et du mauvais dans le Club Dorothée, mais je pense qu'au final, c'est le bon qui en ressort, puisque c'est ce qui nous a fait découvrir le Japon. C'était le biais, le TF1 arrivait dans toutes les maisons, et même si c'était pas forcément bien fait, en tout cas, on découvrait des univers. T'avais déjà eu une vague, de toute façon, d'animés avant. C'est pas elle qui a amené les animés en France. Non. Quand même 10 ans avant, Goldo et tout ça. Oui, c'est complètement fédérée et qui a réellement créé un empire autour de ça. Elle a pas eu le choix parce qu'à l'époque où ça a été créé, c'était la 5 qui avait tous les droits sur tout ce qui était les émissions de jeunesse et les dessins animés. Elle appartenait à Berlusconi et ils avaient tous les droits, donc elle était obligée. Tout à fait. C'est pour ça qu'Azola a eu cette idée d'aller racheter à bas prix tous les mangas animés là-bas sans savoir que ça allait exploser. Elle s'est appuyée aussi sur Candy et Goldorak comme 2 piliers au début quand elle s'est lancée, et c'était pas la première fois, quoi. Enfin, je veux dire, c'était pas nouveau. Non, ça c'était Récréa 2 de fin 70. Ils ont récupéré le catalogue de Récréa 2 avec le transfuge, effectivement. Non, mais en fait, c'est juste que cette émission, c'était 40 heures par semaine. Donc du coup, on voyait que des animés japonais, et c'est ça aussi qui nous a formés. Tout à fait, et ce qu'elle explique, c'est que, parce qu'on l'a beaucoup attaqué sur, certes c'était acheté à bas prix, mais il y avait beaucoup moins de production d'animés français à l'époque. Le fait que Dorothée arrive et fasse des audiences, on parle de jusqu'à 14 et 15 millions le mercredi parfois quand même, le fait que Dorothée arrive et fasse ça a fait qu'il y a énormément de gens qui ont dit ok, il y a un appel pour le public, donc on va créer des sociétés de production d'animés français. Ça a créé des vocations, j'en suis sûr, et surtout du travail. Et quelque chose que j'aurais aimé ajouter aussi, c'est que toujours pour voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide, parce qu'il y a des gros défauts dans le Club Dorothée, mais Dorothée est loin d'être conne. Dorothée, elle a commencé sa carrière avec Truffaut. Dorothée, elle a commencé sa carrière à Crédit avec Jacqueline Joubert, qui est la plus grande productrice jeunesse en France. Elle est loin d'être conne, Dorothée. Et il me semble qu'elle devait avoir le rôle principal dans un film de Truffaut, et que Truffaut est mort avant que le script puisse être terminé, et c'est pour ça que... Exactement, tout à fait. Elle a tourné dans un film érotique aussi. Mais bon. Aussi, effectivement. Non, mais moi je vois le verre à moitié. David a fait son adolescence aussi avec Dorothée. Non, mais effectivement, il
il faut rappeler que Dorothée, c'est quand même un itinéraire très shonen dans l'esprit, parce qu'il y a beaucoup d'échecs, et au final, le club Dorothée arrive après 10 ans de galère. Elle était déjà Récréa 2, mais elle galérait à Récréa 2. Mais bon, après l'arrêt du club Dorothée, là, on n'est pas dans un shonen. Ah non, bah non. Après, attention, il faut bien différencier les animés, la programmation variété et ce que j'appelle l'usine. Moi, là, pour le coup, je suis pas du tout fan. C'est tous les produits AB Productions qui sont diffusés en boucle, Le miel et les abeilles, Hélène et les garçons, qui pour moi sont. Ça, c'est en deuxième partie. Ça, c'est au bout de 1992, 93. Ouais, 93. C'est avec les musclés où là, on tombe vraiment dans le sexisme le plus total et trucs chelous. Là, oui. Justement, parlons peut-être un petit peu des productions originales du Club Dorothée. Est-ce que pour vous, qu'est-ce que ça dévoile sur la façon dont Club Dorothée pensait sa case jeunesse ? Est-ce que les animés diffusés sont juste des produits d'appel pour diriger les gamins vers autre chose ? Ils savaient pas ce qu'ils achetaient. Ils savaient pas. Moi, j'ai travaillé sur un animé quand je travaillais chez Kazé. C'était Très Cher Frère. Très Cher Frère, c'est un animé fait par je me rappelle plus le nom de la mangaka, mais c'est celle qui a fait Lady Oscar. Donc Dorothée se dit dans Récréa 2, Lady Oscar ça a marché, les mecs de AB aussi. Ils achètent tout. Sauf que Très Cher Frère, c'est un manga lesbien. Ryoko Ikeda. Voilà. Ouais. Et les mecs ne regardent pas et lancent en doublage l'animé et commencent la diffusion de l'animé. Sauf qu'à l'épisode 3, deux jeunes filles prennent une douche ensemble et là, les doubleurs font je vais te masser le dos parce que t'as mal au dos. Oui, j'ai mal au dos. Et la meuf devient toute rouge et là ça fait genre ah t'as un peu mal. Oui. Et non, bon, alors que en VO c'était pas tout à fait ça. Hey, gros bobo. Et à l'épisode 8, arrêt de diffusion des épisodes parce qu'à partir de ce moment-là il y a des meufs qui s'embrassent, etc. Et là les mecs ont fait oh. Donc ils achetaient vraiment. En fait, on a eu la chance d'avoir Dragon Ball, on a eu la chance d'avoir les Chevaliers Zodiac, on a eu la chance d'avoir des animés Ranma et demi fabuleux comme ça, mais il y avait aussi des trucs qui tentaient, qui mettaient, mais ils regardaient pas. Il y avait pas un mec, à part Pascal Affine qui arrivait vers la fin au Club Dorothée, qui s'occupe des éditions Tonkam, qui lui après leur disait je vous conseille d'acheter tel animé. Mais au début c'est pour ça qu'on a eu des problèmes comme Ken le Survivant diffusé à des grandes heures d'écoute pour des enfants, alors qu'il y avait de la violence. Nicky Larson, on en parlait tout à l'heure, mais Nicky Larson ça a été coupé à la serpe. Et le problème c'est remonter les trucs. Mais à l'époque on ne pensait pas aux auteurs, on ne pensait pas aux créateurs et on se disait c'est du produit, on va couper, on va en faire ce qu'on veut quoi. Grégoire. Après, j'ai l'impression aussi que c'est pas qu'en termes de contenu qu'il y a eu une nouveauté, mais c'est en termes de format aussi, dans le sens où il mêlait beaucoup de. Enfin, c'était du divertissement pur quoi. Il y avait beaucoup de musique, de scènes, un peu de. Je sais pas comment dire, de folie pour parler aux enfants, pour leur. Ils ont créé la variété jeunesse. Je vois les images qui défilent derrière. Il y a un clip musical, on dirait Bob l'éponge fait par Antonio Banderas, donc c'est n'importe quoi, ça part dans tous les sens. Mais enfin, je veux dire, c'est voilà. Il y a des trucs un peu, une sorte de folie dans l'ensemble de ce qui passait quoi. Après je me demande comment ça. Moi j'ai beaucoup de copains qui sont panés de la génération Club Dorothée, je vais avoir 30 ans donc moi j'étais en plein dedans. Le premier concert de Dorothée j'avais 4 ans, j'étais même je suis revenu la voir à Bercy là en 2010 mais bon. Mais par contre tous mes potes à qui j'ai essayé de faire découvrir en train de dire c'est une vraie Madeleine de Proust etc. Ils m'ont tous dit il nous faut un sacré bédo pour se plonger là-dedans. Donc je pense vraiment qu'il faut faire partie de cette Sahara, le dromadaire extraterrestre. Faut l'accepter quand même, un dromadaire extraterrestre qui te donne des missions parce que le Club Dorothée c'est l'été, ils ont envie de partir en vacances dans un pays chaud, donc la prod leur paye des trucs, donc du coup il faut des missions contre des ninjas chelous et c'est un dromadaire qui leur donne des missions. Faut accepter certaines choses quand même. C'est là que ça vient Karate Boy en fait. Oui, il y a plein de choses, débiles. Pas de pitié pour les croissants, c'était quand même, c'était hallucinogène. Alors, on recontextualise. Pas de pitié pour les croissants, c'est la série Made in Club Dorothée où tous les présentateurs du Club Dorothée faisaient des sketchs, mais ça n'avait aucun sens. C'est du nonsense absolu. C'était que des attaques à d'autres. C'était que des attaques à Antenne 2, à Récréa 2, à Marotte et Charlie, à Canal. Et à Ségolène Royal aussi. C'est des réponses. Ils passaient leur temps plus que des attaques à s'attaquer. Voilà. Ségolène Royal, tu voulais peut-être en parler, Lorraine. Ouais, du non, coup, c'est par rapport justement au fait qu'ils regardaient pas du tout ce qu'ils achetaient. Ça m'étonne pas que Ségolène Royal soit tombée là-dessus et qu'elle ait décidé d'interdire tous les mangas, les animés. Elle a demandé à les interdire, elle a pas décidé. C'est pas exactement ça.
C'est un truc qui est ressorti en 2007 pendant la campagne présidentielle, donc forcément vu que c'était la candidate. Et en fait, à l'époque, la fin des années 80, elle aurait signé un document, un rapport sur ras-le-bol des bébés zappers. Voilà, c'est ça, ras-le-bol des bébés zappers, d'où la polémique autour de ça. Mais après, elle a jamais empêché quoi que ce soit. Non, mais en revanche, David avait fait un sketch dans Une case en moins à l'époque où il parlait d'Hervé Bourges. C'est Hervé Bourges et le CSA qui a interdit la plupart des animés et c'est ça qui a été un peu la chute du Club Dorothée. Mais il faut savoir qu'aussi en interne ils avaient des emmerdes et Dorothée voulait partir aussi. AB c'était un peu problématique, TF1 c'est aussi mis dans la boucle et en gros en 97 c'est un peu implosé tout ça. Kevin. Oui, alors ce qui s'est passé exactement c'est que à l'époque Jean-Luc Azoulay avait lancé AB Productions avait lancé sa chaîne sur le câble, ce qui s'appelait à le côté satellite. de ça, voilà, et à côté de ça TF1 avait des actions dans un concurrent qui était TPS à l'époque et du coup c'est ça aussi qui a mis c'est une des raisons pour lesquelles Dorothée est partie, il y avait beaucoup moins d'heures d'antenne. Il faut rappeler aussi, c'est ce que Dorothée disait, que tous les dessins animés étaient regardés par une cellule psychologique au groupe TF1 de 6 ou 7 psychologues qui certes tranchaient à tout va, donc il n'y avait plus de lien narratif, ça je suis bien d'accord, mais normalement c'était regardé par des psychologues. Mais c'est vrai que cet arrêt soudain de Dorothée, ça a été dommage pour la variété jeunesse française. Il n'y a plus de variété jeunesse. Il y a aussi quand même le rôle très important du CSA qui a mis en place la signalétique avec les petits ronds de couleurs, les carrés, les triangles. Aujourd'hui on a des moins de 10, moins de 12, moins de 16. Et on a ça sur les ans. Ouais, mais du coup l'accord parental souhaitable attribué à tous les dessins animés du Club Dorothée, ils peuvent plus passer en journée sur des créneaux jeunesse, du coup ça saute et du coup il n'y a plus de catalogue et du coup l'émission mais l'émission aurait pu continuer avec des programmes niais comme on voit derrière toi, Hélène et les garçons et tout ça, parce que ça AB ils écrivaient ça après justement pour réduire les coûts et en plus pouvoir avoir des temps d'antenne et remplir les quotas français aussi. Et remplir des quotas. Mais le problème c'est surtout cette attaque effectivement comme tu disais où AB a lancé AB1, a lancé la chaîne Manga. Du coup, TF1 s'est dit mais attends, tu nous fais de la concurrence, et ben nous on va t'enlever tous tes programmes. Et c'est vraiment juste une guerre interne de pognon. Et bah autre chose aussi, je veux dire, moi je l'ai pas connu, donc sur le papier, je prends une émission qui dure une dizaine d'années, 40 heures par semaine, c'est hyper long. Enfin, je veux dire, ça va pas se renouveler, ça va s'essouffler. Non, t'as raison, ça s'essouffle énormément. Ah oui, je termine. Et alors, au bout d'un moment aussi, si les gens venaient plus au bout de 10 ans pour voir Dorothée et son club faire de la musique et des trucs farfelus, mais venaient pour les dessins animés, enfin c'est normal que par exemple la chaîne de production se dise mais en fait on n'a pas besoin de Dorothée et des gens autour, on balance comme ce qu'on voit sur moi ce que j'ai connu sur Cully avec Code Aventure où on balance trois dessins animés avec de petites com autour, animation, et puis ça suffit. Dorothée a été remplacée par des souris en image synthèse d'ailleurs à l'époque. Voilà. Le problème en fait il est que c'est ce que je disais tout à l'heure en fait quand je comparais à TPMP, c'est qu'en fait les deux programmes ont connu un enchaînement un peu similaire. C'est-à-dire que quand tu regardes le début de TPMP, au début sur France 4, c'est une émission qui se voulait beaucoup plus axée, on va dire, culturelle. Il y avait vraiment du débat. Et en fait, plus ils ont eu de succès, plus en fait, le fait que ça soit populaire et le fait que tu prennes une masse, tu peux plus être centré sur un truc. Il faut que tu sois très large. Et donc, Dorothée, plus tu avançais dans les années, plus il y avait des vrais soucis, c'est-à-dire qu'ils ont eu des vrais problèmes liés à des trucs un peu racistes, ils ont eu des trucs de blackface, ils ont eu, tu revois des épisodes des musclés, c'est très très gênant. Dans le miel et les abeilles. Le miel et les abeilles. Hein, un nain noir qui vit dans les égouts. Je n'avais pas vu celui-là. Et c'est vrai que quand tu commences, c'est léger, c'est gentil, c'est ce qu'il disait au début. Et encore une fois, je pense pas que ça soit la faute de Dorothée, mais des fois, je pense que comme on dit, quand t'as 40 heures par semaine, tu travailles 7 jours sur 7, t'as plus le recul sur ce que tu fais, t'es complètement, tu vois, et à un moment, tu sais plus ce que tu fais. Je suis complètement d'accord avec toi là pour le coup. Après, il y a aussi le fait que la différence avec TPMP, c'est que TPMP, au fur et à mesure des années, il y a eu un autre concurrent qui est arrivé juste en face, qui est Quotidien, qui lui rassembler une grande masse qu'on appelle intellectuelle ou culturelle, et donc TPMP a dit il faut que je fasse populos, et pour eux populos c'est faire beauf. Là-dessus j'utilise le mot beauf vraiment pour TPMP, même si on est tous les beaufs de quelqu'un. Sur Dorothée il n'y avait pas de concurrence en face. Par contre ils ont eu une idée dans la dernière année un petit peu novatrice qu'on a eu sur Game One après, c'est qu'ils ont fait une émission cyber, sauf qu'ils l'ont fait entre 96 et 97 quand tout le monde n'avait pas internet forcément, ce qui aurait pu être révolutionnaire mais qui était peut-être un peu trop visionnaire, et c'est ça aussi qui a planté le programme. C'était plus variété, c'était Dorothée derrière des écrans. Je sais pas si vous vous rappelez. On votait pour nos animés sur le Minitel hein. Oui, tout à fait. 36-15 Code Dorothée, 36-15 Code Dorothée, tout ça, donc ils étaient vraiment en avance sur leur temps. Et surtout il y avait un truc, c'est que Dorothée alors je dis Dorothée pour parler du club, hein, je sais pas de qui vient le truc, mais ils ont très vite compris comment fédérer les gens. C'est-à-dire que ils ont très vite compris que le nerf de la guerre, comme disait Davy, c'est les gosses, c'est à eux qu'il faut faire cracher la thune, donc par le biais des parents forcément. Et donc ils fédéraient par le club, c'est-à-dire que si tu t'inscrivais au club Dorothée, t'avais ton nom lors de ton anniversaire qui passait, t'avais des trucs, t'avais des pins, t'avais des machins, t'avais des trucs privilégiés. Un peu comme sur Patreon, tu veux dire? Non, mais par exemple, moi je pense vraiment encore une fois à TPMP qui essaye vraiment, Hanouna essaye d'avoir cette approche. Il a pas de club, bien sûr, il faut pas payer les gens, mais il essaie de dire c'est fan, c'est chéri, c'est machin. Il essaie d'avoir
un rapport avec son public qui se veut un peu on est frères, on est copains. Dorothée, c'était la maman de tous les enfants d'une époque, quoi, en fait. Un peu comme Fortnite aujourd'hui, quoi. Quoi? Fortnite, c'est la maman des enfants, c'est vrai. Tu disais que Dorothée avait été remplacée par des souris, effectivement, mais la problématique qu'ils ont eue, c'est qu'ils se sont dit, ok, on peut enlever les animateurs et mettre que des animés. Le problème, c'est que ils avaient viré les animateurs, mais ils avaient aussi viré les animés. Ça fait qu'ils se retrouvaient avec des animés américains ou français bas de gamme. Et franchement, entre 97 et 2000, on n'a eu pas grand chose sur TF1. Tu parles mieux de Tabalouga, s'il te plaît. Alors non, ce qui est rigolo, c'est quand même qu'au final, comme tu le dis, ils ont viré les animés. Hervé Bourges, il a dit j'en veux plus, machin. Baisse de la chaîne, oh là là, qu'est-ce qu'on fait? On rachète des animés, donc c'était Pokémon, Digimon. Pokémon mais pendant 2 ans, c'était une traversée du désert. Ouais, d'accord. Et 98, remonté d'un coup grâce à Pokémon, donc c'était vraiment le plus gros, la plus grosse hypocrisie, quoi. C'est ça. Je pense qu'on a peut-être atteint la fin des années Club Dorothée, la fin de la première partie du débat, si vous voulez bien, car l'heure tourne, les amis. On peut rester jusqu'à pas d'heure, mais bon, on a chacun nos obligations, il me semble. On va s'écouter une petite musique du Club Dorothée, si vous voulez bien. Un certain Bernard M et les Chevaliers du Z. À tout de suite. De retour dans Hyperlink, toujours avec Kevin, toujours avec Davy, toujours avec Lorraine, toujours avec Grégoire, toujours avec Cédric. Tout va bien. Bah ouais. Tout va bien. Tout va bien. C'est bien, tout va bien. Qui ne dit mot consent, tout va bien. On est parti pour la deuxième moitié du débat. Kevin, il me semble qu'on a rencontré, on a beaucoup parlé de Philippe Lachaud et de Nicky Larson. Il me semble qu'on a rencontré l'équipe du film. Tout à fait. Et je t'en remercie. Mais de rien. Voilà, donc on a pu rencontrer Philippe Lachaud. J'aurais aimé t'emmener pour. J'ai pas envie de parler avec cet homme. J'ai bien compris. Voilà, il y avait de la place. On gagne toujours à discuter, tu sais. Il y avait de la place pour une seule petite souris. Du coup, on s'est assis tous les deux face aux équipes. Moi, j'ai parlé du découpage et t'as parlé du Club Dorothée. Tout à fait. Et on leur a demandé justement ce que représentait pour eux le Club Dorothée en 2019. Eh bien, écoute, ça nous a rendu un peu cons. Je plaisante. Non, en tout cas, oui, ça a créé des vocations forcément. Et puis c'était un peu Dorothée, c'était un peu notre nounou. C'est-à-dire qu'elle nous gardait, on avait vraiment cette sensation qu'elle nous gardait et puis qu'on partageait toute la journée du mercredi avec elle. Et c'est vrai que déjà à ce moment-là, on avait envie de faire, en tout cas je parle pour ma part, on avait envie de faire de la télé, d'être avec elle sur le plateau et de s'amuser. On ne sait pas aujourd'hui ce que donnera le film. Moi, tout ce que j'espère, c'est que le film ait suffisamment de succès pour que ça puisse donner l'idée même à d'autres réalisateurs français ou quoi machin, effectivement de faire émerger d'autres adaptations de dessins animés japonais, parce qu'on a toute une génération qui a grandi avec, et franchement ce serait kiffant de voir au cinéma des adaptations, je sais pas moi, il y avait le projet de Cobra il y a très longtemps qui avait été annoncé il y a 10 ans, et tout le monde était déçu en voyant que ça se faisait pas. Donc je trouve ça dommage, donc je sais pas, j'espère, c'est pas nous qui décidons, que Nicky Larson pourra donner l'idée ou permettra de faire... parce que ça surfe tellement sur une vague nostalgique, et même il y avait des super dessins animés qui pourraient faire des super films, donc j'espère. Il y a peut-être des générations plus jeunes qui vont découvrir Nicky Larson grâce au film et qui auront peut-être envie de voir le dessin animé. Ça c'est un beau compliment, ouais. C'est quand on a des générations plus jeunes qui viennent voir le film dans les avant-premières, et ils connaissaient pas. Et nous on reprend depuis le début, donc vraiment l'idée c'est que tout le monde puisse aimer le film, même s'ils ne connaissent pas, et qui leur a donné envie de découvrir le dessin animé. C'est un beau compliment. Effectivement, la question principale, c'est effectivement, est-ce que le Club Dorothée n'a pas créé des vocations que sont devenus les enfants du Club Dorothée quelque part j'ai envie de dire, voilà, on en a un avec nous, Davy, c'est un des représentants de cette génération. On a 3 en plateau, ce que tu dis avoir connu Kevin aussi. Pour le coup, Davy, il a fait énormément, une grande partie de sa carrière, le début en tout cas de sa carrière dans les années 2000 sur la manne Club Dorothée. Une case en moins, moi quand j'ai découvert, c'était des parodies de jeux vidéo, d'animés, de trucs Club Dorothée de cette époque-là, années 90, et tu sentais qu'il y avait un truc dans une case en moins, et après même dans le reste, dans Nerds et tout ça, une résurgence de toute cette contre-culture que lui ainsi que les autres, il y avait Didier, Poulpe, ça, ils avaient ingurgité et recraché de toute façon l'enfance, très c'est complexe, ce qui nourrit l'artiste. Donc tous les artistes, ce qu'ils ont eu dans leur enfance va ressurgir dans leurs œuvres plus tard. Et effectivement, moi, le Club Dorothée, ça a été le truc qui m'a le plus marqué. Et effectivement, on a mis dans tout ça, et même dans mes bandes dessinées, j'ai fait un truc qui s'appelle Super Caca. Bon, voilà. Outre le terme, voilà, pour moi, c'est un hommage à tous ces animés que je voyais au Club d'eau. C'est un hommage à Akira Toriyama, voilà. Et oui, j'ai été touché, j'ai appris
énormément et la culture japonaise, en tout cas d'animation, est arrivée par ce biais-là, par le biais du Club Dorothée jusqu'à moi. Ça aurait pu arriver autrement. Moi, c'était le Club Dorothée, c'est pour ça que je peux pas dire que le Club Dorothée c'était pas bien ou tout ça, et je dis merci au Club Dorothée parce que ça m'a donné envie de faire de la télévision, ça m'a donné envie de raconter des histoires, et ça m'a donné envie de me rapprocher des gens qui avaient la même culture que moi, qui était cette culture du Club Do. On viendra justement effectivement au Club Dorothée comme phénomène culturel générationnel. Toi, Kevin, quel est ton regard sur peut-être les héritiers, ou en tout cas les enfants du Club Dorothée dans le monde du cinéma ? Dans le monde du cinéma, de la télévision, de l'animation, des médias, Faustine Bollard, on a fait une très très belle chronique que j'invite tout le monde à regarder sur YouTube quand Dorothée est revenue sur le devant de la scène pour ce fameux livre-là en 2007 ou 2008, me semble-t-il, où elle explique justement, Faustine Bollard, qui est très émue à quel point Dorothée a lancé toute une vocation de médiatique notamment. Moi, Dorothée a été ma marraine quand j'ai fait une émission pendant 7 ans sur Gulli. C'est pour moi la plus grande animatrice jeunesse, puisque la toute première réellement. Et c'est quelqu'un qui a vraiment redéfini un format de télévision en France. Et puis c'est la première icône pour quelqu'un. C'est mon premier concert. C'était pas juste une grande sœur de dessin animé ou de lancement de programme. C'était une grande sœur musicale. C'était une grande sœur de clips. C'est pour ça que du coup c'est une grande Madeleine de Proust à chaque fois qu'il y a quelque chose du Club Dorothée. Pour moi qui sort, dont Nicky Larson, dont plein d'autres choses. Mais pour le coup Nicky Larson, c'est ça que tout à l'heure parce que je trouve vraiment qu'il y a énormément de contenu du Club Dorothée, et pour quelqu'un comme moi c'est une super Madeleine de Proust. Mais justement le Club Dorothée a 30 ans, donc les enfants sont en train de grandir, justement sont en train d'arriver aux manettes dans le milieu, et quand tu as justement Philippe Lachaud qui dit pourquoi pas voir naître d'autres adaptations, je t'ai vu mettre ta tête dans les mains Cédric, mais il faut pas juger a priori comme ça. Mais attends, en revanche j'aime pas Lachaud, j'aime pas son cinéma, je suis pas spécialement fan du mec, mais je reconnais un truc, c'est vraiment un enfant du Club Dorothée, ça c'est indéniable, hein, je peux pas dire, c'est pas un traître on va dire dans ce cas-là en fait, c'est ça que je peux lui dire. Après il faut quand même que les Japonais acceptent de te vendre les droits de l'animé pour en faire un long métrage en France, et ça c'est pas gagné. Ouais. Ça c'est pas gagné. Mais voilà, justement, est-ce qu'on pourrait voir arriver, si jamais Lachaud réussit son pari, d'autres films inspirés du Club Dorothée, comme il semble vouloir le dire. Il va faire d'autres films, lui. Nicky Larson 2 et 3, mais c'est surtout qu'il a envie que d'autres réalisateurs, avec un autre axe et une autre vision, prennent des choses du Club Dorothée. On le voit bien avec le box office, c'est une demande. On a tous entre 25 et 35 ans. On a tous envie de se replonger dans cette époque-là, qui était une époque insouciante, de notre enfance ou de notre préadolescence. Et je pense qu'il y aura des choses qui vont arriver. Oui, c'est pour ça que je trouve ça bien qu'il y ait un premier film là-dessus pour lancer des. Mais je vois pas quoi, par contre, parce que tu peux pas adapter Dragon Ball ou les Chevaliers Zodiac en France. Voilà, c'est-à-dire qu'en plus, pour moi, je suis pas sûr que c'est la France qui doit se porter maître de ça, parce que le Club Dorothée c'est français, mais les animés c'est international, quoi. C'est-à-dire que les Américains l'ont eu, tous les Italiens l'ont eu. Mais ça faisait pas 15 millions. Quoi. En France, ça faisait 15 millions. Non, mais ok, on est le pays le plus. C'est pas parce que tu manges plus que tu vas mieux le chier, en fait, globalement. C'est-à-dire que si tu digères pas ton produit, non, mais si tu digères pas ton produit, si tu peux pas le ressortir, c'est globalement, si je veux rester poli, moi, le problème de la Nicky Larson, c'est que pour moi, il a pas digéré ce qu'il a vu il y a 30 ans. Et par exemple, vous en parlera la semaine prochaine. Moi, j'ai vu Alita Battle Angel. Pour moi, c'est un produit digéré, en tout cas, d'un OAV des années 90 qui était Gun, quoi. Déjà, il y a un mec qui a plus à digérer ce qu'il a vu et qui le redonne d'une nouvelle manière. Mais du coup, est-ce que ça pêche pas du côté de la production ? C'est-à-dire, Dorothée a peut-être fait évoluer le regard qu'on porte sur le public en France, en partant du principe qu'il y a une demande pour la Japanime, il y a une demande pour ces univers-là. Mais est-ce que du coup, ça n'a pas enfermé la production dans une certaine définition du spectateur ? Qui a pesé même, on parlera d'animation après, hein, mais les animateurs qui ont grandi avec le. Kevin l'a dit tout à l'heure. Oui, voilà, on arrive. Dorothée, c'est fait. Là, c'est pour ça. Moi, je suis très content. Le succès de ce livre-là, il y a 10 ans, a lancé énormément de choses. Mais il faut pas oublier que Dorothée, avant que les gens de notre âge qui regardaient, on ait atteint 20 ou 25 ans, on lui crachait dessus. C'était de la grosse merde. Et depuis maintenant que les gens de notre génération sont au pouvoir, quand j'entends que tout le monde a des postes médiatiques ou les critiques ou voilà, des enfants du Club Dorothée qui sont arrivés un peu dans le milieu pour enlever les papis de 60-65 ans, là on est en train de se rendre compte de la legacy du Club Dorothée, si je puis parler de legacy, mais je pense que je peux parler de legacy. Et avant 5 ou 10 ans, à Nicky Larson, ça aurait été impossible d'être financé il y a 5 ou 10 ans parce qu'on n'avait pas digéré la legacy du Club Dorothée, on lui crachait encore dessus, que maintenant c'est moins le cas. On a Paul sur le chat qui nous demande si quelqu'un a vu Rémi sans famille autour du plateau. L'animé ou le film je pense. Moi, j'ai vu le 1. C'était c'est compliqué parce qu'en plus Rémi sans famille c'est un roman à la base, donc c'est pour moi c'est adapté. Dans les crédits il y a marqué que c'est adapté le roman et pas le dessin animé, donc ça est plus. C'est comme le dernier film de Heidi qui a été fait par les Allemands, il adapte pas le dessin animé de. Oui, c'est comme là ils disent Tom Sawyer aussi, c'est pareil. De Takahata, quoi. Tom Sawyer. Et Sherlock Holmes, c'est comme si
aussi dire que le Sherlock Holmes de Robert Downey Jr. était une version de Miyazaki. Voilà. Du coup, on peut peut-être passer. On a parlé pas mal d'animation. Est-ce que pour vous, le Club Dorothée, je parle d'animation française, a porté un héritage dans la production animée française aujourd'hui? Je te vois me montrer je mets le doigt sur la semaine tout doucement. Mais... oui, t'as raison. Toute la génération Balak et tout ça, c'est les mecs qui ont grandi avec le Club Do en termes d'animation, mais je pense que même en Kama, je pense. Ouais, bien sûr, ça se voit. Hein, ouais. mais c'est indéniable. Enfin, c'est compliqué à se rendre compte quand t'as moins de 30 ans. Moi, je suis à la limite, donc je peux encore en parler de façon, on va dire, legit, comme il disait, de façon legacy, mais quand t'es petit, que tu te prends Dragon Ball et Sailor Moon dans la gueule le matin, ça a une gueule indéniable, hein. Tu découvres pas. Moi j'ai une anecdote, elle va me tuer mais elle écoute pas l'émission, c'est pas grave. Ma copine m'a avoué récemment qu'elle a découvert, quand je lui ai raconté Dragon Ball, elle connaissait pas le pitch, elle avait inventé l'histoire petite parce que des garçons lui avaient un peu tendu 2-3 bribes pour créer une histoire et elle se rendait pas compte, elle était en train de réécrire l'histoire de Sangoku, le garçon singe, et elle était détruite de ça. Et je lui ai dit, bah tu vois, t'aurais vu ça à l'époque, ça te montre bien que ton inconscient d'enfant il s'en serait pris plein la gueule parce que c'était la folie, franchement, c'était des animés de fou. Mais après, est-ce que c'est vraiment le Club Dorothée? Parce que tu vois, quand je repensais à Ankama, le Boof Ball, c'est clairement un héritage de Olive et Tom, mais Olive et Tom à la base c'était sur la 5, et un héritage de Cobra, le Rug Ball, et ça c'était Récréa 2. Donc en fait, c'est les animés japonais qui nous ont marqué. Bah, moi je pense que c'est ça le truc, c'est que Dorothée elle a amené d'autres choses. Entre autres, pour moi, là où je suis d'accord avec ce qu'il disait Kevin, c'est qu'elle a tellement balancé de trucs, enfin c'était tellement omniprésent que ça te faisait un lavage de cerveau, quoi. Le gamin, dans les années 80, t'avais des animés, mais peut-être pas autant. Moi j'ai un souvenir que gamin, j'étais mon cul collé devant le siège de la télé, et du début à la fin, je matais les dessins animés tout le temps, le samedi matin, qui était de 8h à 15h, quoi, sur la télé. Donc d'après vous, c'est plutôt un héritage qui vient de production japonaise diffusée en France, plutôt que de production franco-japonaise, parce qu'on sait que le CSA a beaucoup invité à... Si tu crées Last Man, c'est pas parce qu'il n'y a pas Dorothée dedans. C'est Ken le survivant, c'est Dragon Ball qui a dedans. C'est pas Dorothée. Dorothée, c'est l'émission dans laquelle passait. Mais elle a ouvert une porte. Hein. Enfin, c'est vrai qu'elle a amené plein de trucs. Et donc du coup, d'où la question de fond du débat. Et là, à moins que Cabu t'ait donné envie de faire de la BD, et ça c'est possible. Effectivement, c'est ça dans le Club Dorothée. Dans la bande, faut pas oublier Cabu. Oui, mais c'est pour ça que mais c'est vrai que moi, mes premiers dessins, c'est quand même Cabu, que je suivais ce qu'il disait à la télé, c'est comment dessiner Dorothée, comment dessiner. C'est lui qui a fait le nez de Dorothée d'ailleurs. Oui, c'est ça. Tout à fait. Ouais. Mais du coup, on touche du doigt le cœur du sujet, c'est est-ce que pour vous, Dorothée a été un tremplin ou un carcan pour l'animation, que ce soit pour la Japanimation ou pour l'animation en France? Un tremplin, ça fait des appels. Après, il y a eu énormément de vocations et les gens ont vu qu'il y avait un public pour ça, donc ça a forcément créé des boîtes de production, créé beaucoup plus d'écoles, pour moi, ça a été un gros tremplin. Ça aurait pu être mieux fait, un peu moins abétissant, un peu moins recherche de pognon par abbé, mais c'était ça, et c'était quand même pas mal fait. Donc oui, c'est un tremplin. C'est plus innocent que maintenant. Je pense que, ce que je veux dire, c'est dans les années 90, tu n'avais pas de recul vraiment sur ce que tu faisais et tu amenais les choses. On l'a dit, hein, Dragon Ball, pourquoi on a eu Dragon Ball? L'anecdote, c'est que la péloche était moins lourde et coûtait moins cher à amener en France que je sais plus l'autre série. Donc on a eu Dragon Ball en France, c'est un hasard complet, quoi. Qu'on l'ait eu, on aurait très bien pu passer à côté. Et maintenant, tout est calculé, tout est prémédité. Un dessin animé sort, on attend derrière toujours le truc. J'imagine un monde alternatif où on a eu du Kawajiri dans Dorothée. Non, mais franchement, mais regarde, pas réfléchi, mais regarde, on a eu Goldorak, c'est le premier dessin animé japanime qu'on a eu en France avec Candy. Mais Goldorak, c'est la deuxième série de robots géants de Go Nagai. Au Japon, c'est Mazinger Z, c'est la troisième série. Les Italiens connaissent que Mazinger. Les Italiens connaissent que Mazinger Z, mais le monde entier connaît que Mazinger. On est les seuls qui connaissent ça. En revanche, Edgar de la Cambriole, on l'a eu vite fait à une époque, c'est passé comme ça, on est surtout retenu pour le château de Cagliostro. En Italie, mais les mecs, c'est des ouf gueudins de Lupin. C'est-à-dire qu'il y a eu des séries live, des trucs comme ça, et Gundam. On a pas eu Gundam quasiment. Ou Juliette Je t'aime, pas Juliette Je t'aime, un truc avec la choucroute. Lucie Lamour et Rock'n'Roll. Lucie Lamour et Rock'n'Roll au Club Dorothée et Embrasse-moi Lucille sur la 5. Voilà. Mais c'est ça qui est paradoxal, c'est que par exemple Ranma 1,5 et Max et compagnie, par exemple, ça a cartonné dans le Club Dorothée. C'est tellement bien Orange Road. Mais Rumiko Takahashi n'a pas du tout. Enfin, il a fallu attendre Angoulême cette année pour qu'elle soit reconnue en France. En France, ouais. Donc ce que j'allais dire en France, parce que Grégoire Hello. C'est quand même à Angoulême depuis quelques années, c'est les auteurs de bande dessinée qui choisissent les gagnants. Et donc c'est là exactement les gens qui sont l'héritage du Club d'eau, qui font de la bande dessinée. On leur demande, à ton avis, qui c'est? Et ben le premier ça a été Akira Toriyama, bizarrement. Et maintenant c'est Rumiko Takahashi, bizarrement. Voilà.
Mais c'est Grigorello juste qui avait dit on est une anomalie parce que Takahashi, pour vite fait faire un aparté dessus, il y a que en France qui a bide. Dans tous les pays du monde, c'est les mangas de Takahashi sortent. Rine, c'est sorti, c'est un carton, quel que soit le pays. Inuyasha, c'est un carton. Chez nous, on retient pour Juliette Je t'aime, donc j'ai oublié le nom, Maison Ikoku. Lamu, donc qui avait marché parce qu'il y avait un côté un peu coquin, fripon. J'aime mieux quand tu dis Lamu, parce que Lamu. C'est vrai. Lamu sceptique. Et surtout Ranma, effectivement, mais après, bide intégral qu'en France. Quoi. Ouais. Kevin, tu voulais réagir? Ouais, juste pour conclure quelque chose que j'ai. Il faut quand même dire, ça fait 5-6 ans qu'on ne crache plus sur le Club Dorothée. On le voit, les documentaires qui passent sur C8, sur TMC cartonnent à chaque fois. Il y a toute la génération à laquelle j'appartiens et celle d'au-dessus. Il y a une énorme Madeleine de Proust. On est nostalgique de ce temps-là. Et encore une fois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, que ce soit Dorothée ou toute son équipe, c'était 40 heures d'antenne, c'était pas de vie sociale pour eux. Ils se consacraient complètement à ça, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et c'est énormément de travail et il faut juste respecter ça et le temps d'antenne et tout le travail consacré pendant plus de 10 ans à la jeunesse. C'est plus Azoulay qu'il faut attaquer. Oui, mais oui, parce que c'est Dorothée qu'on a pris plein la gueule alors que les idées. Oui, tu as raison, totalement. Du coup, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter avant qu'on passe au point suivant, qui est sur tout simplement pourquoi est-ce qu'on n'a plus de blocs comme ça à la télévision aujourd'hui, justement pourquoi est-ce qu'on n'a plus de club d'eau-like dans l'air du temps. C'est évident. Enfin, c'est Norman et Cyprien qui ont repris le créneau. Les gamins consomment à la tablette maintenant. C'est sur le chat associé. Dans l'imaginaire partagé, c'est associé à une époque qui révolue en fait. Enfin, je veux dire, ça, même on nous présente ça aujourd'hui, ça pourrait être très bien ficelé, avoir zéro défaut, etc. C'est juste, c'est catégorisé dans un. Ils ont relancé les minicums, ça marche. Honnêtement, je sais pas si ça marche les minicums à la télé. C'est pas trop. Le minicum, ils ont essayé, c'était le truc quoi. On est la minicum génération web. Ouais, ils ont fait, mais là récemment avec Kev Adams, Norman, ils ont fait un truc. Non, mais je veux dire, les gars, Kev Adams, c'est. Non, mais est-ce que ça a marché en fait? Ma question était là, tu vois. J'allais dans ton sens en fait. Aujourd'hui, les gens, depuis Internet, on catégorise énormément. On a vraiment envie d'avoir des tiroirs. Vraiment des tiroirs. Et aujourd'hui, tu mettrais sur W9 entre les Simpsons 4 animateurs débiles déguisés en Simpsons qui disent eh ben non, regarde un autre épisode des Simpsons. Les gens ne comprendraient pas. Les gens diraient mais pourquoi? Enfin, j'ai pas besoin. Enchaîne-moi les épisodes des Simpsons. Mettez de la pub entre les épisodes. Oui, mettez de la pub. Là, il y avait encore les speakerines. Oui. Et c'est un truc qui n'existe plus, donc à partir de là, tu peux plus relancer. Et surtout, mais on est dans une époque très cynique maintenant. Ouais. On est dans une époque où on croit tout comprendre. Les gens, ils voient un film, ils se sentent obligés de donner leur avis et penser que leur avis, parce que c'est leur avis personnel, c'est une critique fondée sur des argumentaires, même n'importe quoi. Tu vois, on a des micro-buzz maintenant. Il y a une série qui sort, ça devient d'un coup le succès de l'année. Tout le monde l'a oublié au bout de 10 ans. La manière de consommer est très différente. Les gamins maintenant qui ont 8 ans, ils vont sur YouTube, ils regardent des sketchs, mais là pour le coup quand on parlait de Dorothée, qu'on disait que c'était dangereux pour ce qui est sur YouTube, ce que les gamins regardent, et des fois moi je vois mon cousin qui a des trucs, je me dis mais quelle horreur, et après j'ai l'impression d'être réac quand je dis ça alors que pas du tout, mais je trouve qu'on a vraiment eu de la chance d'être d'une génération qui consommait ce genre de programme ou de cette manière là en tout cas. Attention parce qu'il y a aussi Hélène et les garçons, il y a aussi Premier Baiser qui est vraiment abêtissant et mal écrit et sexiste et etc. Est-ce que tu crois que est-ce que c'est pas aussi abêtissant que les conneries de YouTube de maintenant? Non mais c'est pareil. Oui, je suis d'accord. Abêtissant, j'aime bien. Grégoire. Même je veux dire, c'est plus dans l'air du temps en termes de mode de vie. C'est trop long. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, t'as les enfants, mais même les parents qui laissent leurs enfants devant la télé, peuvent pas dire, de 8h à 15h, il va avoir tous ces dessins animés un par un. Même les chaînes de production ont compris ça et le font par période. Il y a des moments où, par exemple, je prends Gulli, et des moments où par exemple, Gulli, Code Aventure, ça va être Transformers, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Et puis 4 mois après, ça sera Foot de rue, et puis 2 autres dessins animés. Voilà, je veux dire, c'est plus. Et ils ont besoin d'avoir une fenêtre de 45 minutes sur laquelle tu retrouves 2-3 éléments phares de ta culture, que t'aimes. Et pas 3 heures de séries télé qui s'enchaînent, etc. Parce que de toute façon, en termes d'audience, ça, c'est pas bon. C'est ce que disait Lorraine. De toute façon, les speakerines, l'ère des speakerines est morte. Je trouve qu'elle a bien résumé ça. On a plus besoin de gens pour passer des plats, en fait. Donc les gens, ils veulent voir, ils vont voir une émission, ils veulent un dessin animé, ils veulent regarder le dessin animé, ils s'en foutent qu'il y a un mec qui présente ou pas. Ils veulent un truc qui te parle d'histoire, ils vont sur une chaîne histoire sur YouTube pour regarder un truc qui parle d'histoire. Et si le mec à un moment il fait au fait, à parté, je me suis fait voler mon portable, je vais vous raconter, les gens font on s'en fout de ta vie, on veut que tu parles d'histoire. Voilà. Et aujourd'hui, t'es obligé, c'est vraiment des tiroirs. On a des chaînes spécialisées, que du dessin animé, que du sport. Voilà. Et donc, tu peux plus faire un truc Club Dorothée, ou alors ça serait une chaîne uniquement Dorothée, etc. Ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, il n'y a plus de médiation et que Dorothée peut-être répondait à ce besoin de médiation ou d'éditorialisation du contenu, peut-être, qu'aujourd'hui on n'a plus.
C'est aussi le côté, je pense, même si au tout début de l'émission on avait dit que c'était pas la première à diffuser de la Japanime. Oui, l'occasion a fait le larron. Elle a quand même élargi au grand public, mais il n'y avait pas d'antécédent qui crédibilisait et qui légitimait la Japanime auprès d'un grand public. Enfin maintenant, si on reprend des émissions, des dessins animés et qu'on les propose aux gens, et on se dit bah oui, mais en fait dans ma tête j'ai Digimon, Pokémon, Goldorak, etc., Albator. Et en fait, ils vont se dire, ok, je vais peut-être regarder, peut-être que ils n'ont pas besoin d'avoir Dorothée qui va leur présenter. Et maintenant, les doudous. Et après, non, il y a quand même un truc, on parlait de ces héritiers. Moi, il y en a un qui, je pense, en bien ou en mal, on pense qu'on veut, mais le joueur du grenier, il le fait souvent. Il a souvent fait des émissions où il parlait de l'époque Club Dorothée, des dessins animés, il les représentait. Donc, mine de rien, il y a quand même quelqu'un qui. Maintenant, il n'y a plus forcément quelqu'un pour te présenter les programmes, mais il y a des passeurs. Il y a quand même encore des passeurs un peu qui essaient de te remontrer. Pour te les recontextualiser, on a quand même un constat qui est fait par Shueisha64 sur le chat et qui est très pertinent et pour le coup très concret. Je le cite, moi ce qui m'étonne c'est qu'il n'y a plus d'animation japonaise à la télévision malgré l'influence du Club Dorothée. Qu'aujourd'hui l'animation japonaise a déserté la télévision. T'en as un petit peu, elle est plus forcément sur toutes les chaînes de la TNT. Mais il y a manga. Plus sur des chaînes spécialisées en fait. Non mais surtout Gulli, il y a encore beaucoup d'animés dessus. Gulli c'est la chaîne qui marche le mieux encore en termes de qui va être rachetée par M6, on va voir du coup si au niveau des lancements de programmes ce sera pareil. Mais t'as raison, il y a une bonne programme animée sur Gulli. Lorraine ? Non, je disais juste que c'est les animés japonais, les trucs comme ça. Maintenant, c'est plus sur France 2, plus sur TF1. C'est beaucoup plus sur des chaînes spécialisées comme Manga, comme Game One. Et Netflix. Et même t'as les Crunchyroll, ADN, t'as tout ça maintenant. Et c'est ça, et c'est aussi un autre système de consommation. C'est que maintenant les gens choisissent d'aller regarder des animés japonais alors qu'avant on les imposait. Et puis t'as le simulcast aussi. Le succès de Game One, c'est quand même Naruto. Hein. Ouais, bien sûr. La chaîne a périclité pendant des années. C'est tout Naruto qui l'a remis. Mais surtout, est-ce que on a envie de voir forcément un animé à la télé parce que ça t'impose. En fait, la télé, ça t'impose un diktat un peu esclavagisant, c'est-à-dire que tu dois venir à telle heure, tel truc pour regarder le truc. Oui. Moi, j'ai plus le temps personnellement de le faire. Tu veux dire là par contre, là où Alex Pilote expliquait très bien quand il faisait No Life, c'est là où tu perds quelque chose, c'est que quand tu regardais le Club Dorothée, moi, je voulais voir Dragon Ball. Mais juste avant, il me mettait Sailor Moon. Ah mais bien sûr. Je me foutais de Sailor Moon. Mais au bout d'un moment, je me suis intéressé à Sailor Moon parce que je voulais regarder Dragon Ball. Bien sûr. Et donc, tu découvrais des choses comme ça. Et un bon directeur des programmes doit savoir te mettre un programme à telle heure et un programme un peu après et un peu avant qui peut te plaire aussi. Et ça, on l'a complètement perdu en faisant des choses on est d'accord. Comme ça. Le point final, question de fin de débat, Phenom qui nous pose la question, avec TFX ça reprend quand même, il y a City Hunter, Dragon Ball Super, One Piece, My Hero Academia et Captain Tsubasa qui vont être diffusés dessus. Est-ce qu'on va pas avoir TF1 qui va tenter de relancer un nouveau bloc jeunesse est-ce que c'est pas le début de quelque chose? Ils vont surfer sur Nicky Larson, ils ont compris maintenant qu'il y avait une nostalgie des gens de ma génération et je suis assez persuadé que les gens qui vont regarder ça sur TFX ils n'auront pas 6 ou 8 ans, ce seront des branleurs comme nous de 30 ans ou de 35 ans qui vont regarder les versions City Hunter si jamais c'est pas coupé et si jamais c'est un petit peu remasterisé. C'est le succès de la chaîne Manga. Manga, pendant des années, ils rediffusaient le Club Dorothée. Ils le font toujours, ça n'a pas changé. Ils sont là, ils existent. Très bien les amis, merci beaucoup pour ce grand débat très fourni. Merci Davy, merci Kevin, merci Lorraine, merci Grégoire, merci Cédric, merci PJ, merci le monde entier, merci Léo, merci Charlie, merci Lisa. Non, je remercie tout le monde. Je suis content. Hortense pour les photos. Merci Hortense pour les photos, évidemment. On n'a pas vu les photos encore. Mais non, bon, on les verra après. On les verra après, les amis. Pour l'heure, c'est l'heure de. On abandonne le respect. On abandonne la pitié. C'est l'heure du quiz musical. J'ai oublié ça, oui. Le quiz musical cette semaine qui s'intitule Télébi Sentai Dorothée, à lire avec l'accent japonais évidemment. Un quiz donc qui est présenté sous le jour de l'absence totale de respect et l'absence totale de pitié, car pas de pitié pour la team croissant et pas de pitié pour la team chocolatine. Voilà, donc nous avons cette semaine un quiz musical donc thématique Dorothée mais en japonais. Ok. Donc les génériques cultes de Dorothée, mais les versions originales. Oh là là. D'accord, c'est pour ça que tu voulais pas que je sois avec Davy, d'accord. Voilà. Et donc nous avons 7 morceaux cette semaine, toujours 1 point par bonne réponse. Si vous n'avez pas la bonne réponse, la parole va à l'équipe d'en face. Voilà. Donc attention, vous cachez le chat avec vos feuilles, s'il vous plaît. Et les amis, je pense qu'on est parti pour le premier. Comment on dit? On lève la main? On répond. Vous donnez votre réponse. Vous donnez la réponse. Comme ça. Sinon, c'est pas très radiophonique de lever la main. Okay. On est parti.
Ah bah les Chevaliers du Zodiac, Senseiya, les Chevaliers du Zodiac, 1 point pour la team Croissant, effectivement, Make-up qui nous interprète Pegasus Fantasy, opening de Senseiya. On aurait pu le laisser un petit peu plus, mais bon. 1-0 pour la team Croissant, deuxième morceau. Ranma 1/2. J'ai attendu une demi-seconde pour voir s'il y en a un qui allait réagir, mais bon. Ranma, mais moi je vous l'ai dit, je les connais, mais mon cerveau ne sait pas faire ce genre Et de c'est l'opening numéro 1 au cas où, parce que je sais que t'aimes bien essayer de m'en faire dire plus que les autres. Très bien, bon, effectivement, interprété par Etsuko Nishio, Jaja Umani Sasenaide, opening de Ranma 1/2, Rumiko Takashi, on t'aime, voilà, gros bisous. 2-0 pour la team Croissant, pour la team Cédric, du coup, hein, j'ai envie de dire. Troisième morceau. Dragon Ball Z. Non. Bah oui. La parole est à l'équipe rouge. Là je voulais fait cadeau. Là je voulais fait cadeau. C'est pas Dragon Ball Z, si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Dragon Ball. Ouais, bravo. Là j'ai fait exprès en plus, hein, je te jure, j'ai fait exprès de balancer le Z, je me suis dit allez, comme ça, voilà. Non. Si, bah, je te jure que si. Raccroche-toi à ce que tu veux. Non, tu as glissé, c'est dommage. Non, pas du tout. Tu me déçois beaucoup. Donc 2-1 pour la team Croissant, 1 point pour la team Chocolatine. Rien n'est joué. Quatrième morceau. C'est l'harmonie. Sailor Moon, bravo. Une chanson de Dorothée donc. Pardon. Mais si, il l'a dit en fait, c'est Club Dorothée. Les génériques du Club Dorothée, mais en version japonaise. Ouais, mais pas Dorothée parce que là c'est que du Bernard Minet quasiment. Voilà. Donc on a... Pardon, on fait des grands signes depuis la régie, je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc 3-1 pour la team Croissant. Le Croissant l'emporte sur la Chocolatine hein, pour le moment, je ne sais pas... Et il va gagner. Parce que moi je suis largué. Non, mais écoutez, continuons pour la beauté du jeu, voyons. Cinquième morceau. Bokuto no Ken, Ken le survivant. Ken le survivant ? Bokuto no Ken. T'es sûr ? Oui, t'es sûr. Oui, c'était juste pour voir si t'étais sûr. Mais... même moi je doutais après. Non, mais il essaye de me faire des pièges là. Yuashok, ça va quand même. Très bien. Yuashok, Aiwo Torimodose, opening de Hokuto no Ken. Ken le survivant chez nous, interprété par Manna. Donc, ça, ce qui fait un score de 4-1. 4-1. Putain, la vache. Si tu me le fais en Alexandra, on sera encore plus copains. Allez. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un 4-1, un Alexandrin, bon, c'est pas grave. Ah ouais, on en est là, très bien. PJ approuve, ça me va. C'est un jeu de mots sur la langue française. J'approuve. Non mais j'approuve. Tu as réveillé un petit peu le cagneux en moi. Voilà, pour ceux qui pensent que je n'aimais pas les jeux de mots, vous avez la preuve que si, j'aime bien. Si, c'est très très bien. Donc on continue. Morceau suivant s'il vous plaît. C'est Bioman. C'est Bioman, tu n'as aucun respect, tu ne laisses même pas le point à l'équipe d'en face, c'est dégueulasse. C'était donc effectivement Bioman. T'as Kamui sur le chat, alors ça doit lui faire penser à des choses. On a Kamui sur le chat. On a Kamui sur le chat qui nous dit coucou. Et France 5 aussi. Bah c'est pour ça, voilà, on a Blue Accordion sur le chat. Blue Accordion, tout à fait. Qu'on embrasse. France 5, c'est duo du ciel, on menace nos baguettes. Plus de. Je connais plus cette version-là d'ailleurs que Bioman au final. Vraiment, dans ma tête, j'ai fait non, c'est France 5. Ah non, et pour nous sauver, former le bataillon. Tout ça. France 5, on rappelle, donc c'est un hommage à Bioman avec toute l'équipe d'Alex Pilote. Tous les Sentai, tous les Sentai en général. Pas que Bioman, ils l'ont déjà dit. Aux grandes années du Sentai, pastiche et non pas parodie, comme on voit souvent sur internet. Tout à fait. C'est très important de le rappeler. Nous avons donc un score de 5-1, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et le 7ème morceau, il n'y a pas de 7ème morceau. Très bien, il n'y a pas de 7ème morceau. Bravo. C'est donc sur le score de 5-1 que se termine ce quiz musical. Game over, yeah. Et donc, n'en déplaise aux tweetos et aux gens sur le chat, le Croissant l'emporte sur la Chocolatine. J'en suis désolé. On relancera le débat. J'ai appris cette semaine que ça se battait pour savoir si on disait quignon ou crouton quand on parle du bout de la baguette. Donc peut-être un prochain quiz, je ne sais pas, si on fait la version française de ce quiz. Je te jure que c'est vrai. Ouais, c'est Boulet qui l'a balancé sur Twitter. Voilà, donc il y a tout un... Le quignon ou le pignon ? Le quignon de pain. Le quignon de pain. En Ardèche, on dit ça. Ah, voilà. C'est ou le quignon ou le crouton. Chez nous, on dit crouton. On dit le crouton. Voilà. Le crouton, c'est ce qu'il y a dans la salade. C'est ça, c'est qu'en fait, t'as une scission nord-sud là-dessus. Bref, on pourra faire un. Le quignon, c'est plus beau, mais j'ai toujours dit. Allez, on relance le débat. Claude Dorothée, de quoi est illégitime, du quignon ou du crouton ? Bon, les amis, c'est l'heure des recommandations. En avez-vous, Kevin, Davy, Kevin.
Tu as fait. Donc oui, c'est à toi. Oui, une série incroyable qui a dérivé sur Netflix en Belgique cette semaine et qui arrive en France la semaine prochaine. On ne sait pas pourquoi ils ont une semaine de retard sur le reste du monde. C'est une série qui s'appelle Pause, la nouvelle série de Ryan Murphy, qui est ce qu'il a fait de mieux depuis la série Feud, qui renouvelle le genre, qui est enfin une belle série sur la culture queer. Et à cette occasion, j'ai eu l'acteur principal mercredi dans Making of. J'invite donc tout le monde à regarder le replay. Allez, bim. Très très bien. Un film qui vient d'arriver sur Netflix, qui est un film des années 2010, je dirais. Dans 2010, c'est Mr. Nobody, qui est genre le film le cinéma a été inventé pour faire ce film. Fight Club est ce film, voilà. Donc si vous voulez voir du bon cinéma, un film qui dure 2 heures et qui vous retourne le cerveau, c'est Mr. Nobody. Et sinon ils ont un très bon documentaire sur Ted Bundy qui est arrivé en 4 épisodes. Si t'aimes les mecs qui font des trucs bizarres avec les filles, vas-y vite. Alors Mr. Nobody, on rappelle effectivement, c'est l'histoire d'un homme, le dernier mortel. C'est l'histoire, c'est les histoires d'un homme. Les histoires d'un homme qui se remémore sa vie en fonction des différents choix qu'il a eu à poser. C'est joué par Jared Leto, absolument extraordinaire. Film belge, non pas américain, faut le rappeler. Très bon choix. Il est sur Netflix en ce moment, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Grégoire. J'en ai 2 exceptionnellement. Alors la vraie, c'est la saison 1 de Westworld que j'ai revu cette semaine et qui est génial. Westworld, c'est disons un parc d'attractions futuriste dans lequel en fait l'homme a développé une technologie tellement avancée qu'il peut créer des cyborgs qui se confondent avec les hommes, et il se déroule plein de trucs. C'est incroyable quand on le regarde. En plus pour la première fois, il y a vraiment des rebondissements un peu dans tous les sens, et puis au fond ça pose des questions qui sont très très importantes dans la société dans laquelle on vit, sur la portée des avancées technologiques, jusqu'où on peut se permettre d'aller en termes techniques, éthiques pardon, et je pense que ça peut plaire à tout le monde parce que c'est ce qui plaît dans Black Mirror notamment. Donc voilà, allez, jetez-vous et dévorez Westworld. Attention par contre, c'est très manichéen. Il y a ceux qui aiment et ceux qui détestent, et parce qu'on touche à quelque chose de sacré qui est la vie humaine et qu'est-ce qui constitue un être humain et qu'est-ce qui ne le fait pas, et ça dérange en fait les gens qui n'aiment pas, et ça plaît beaucoup à ceux qui voilà. Donc et sinon la deuxième recommandation, c'est l'émission de Nicolas Nadeau de cette semaine qui sort jeudi soir. Entre deux rendez-vous, dans laquelle je suis en fait. Ah, t'es l'invité ? Alors voilà, cool. invité mystère. Et c'est qui l'invité l'autre ? C'était Valérie Durier. D'accord. Ah très bien. Et le replay est dispo déjà ? Et il va sortir jeudi soir. D'accord, donc, super. Voilà. Donc tu casses la surprise tout en faisant des infidélités. Tu ne respectes donc absolument personne. Fais de la promotion. Très bien. Cédric. Moi, comme d'habitude, la dernière vidéo de Monsieur Bobine. Bien sûr que si, sur un des plus beaux films de ces dernières années, Roma de Alfonso Cuarón, qui était sorti sur Netflix. Et il y a une très bonne vidéo il a fait où il explique très bien les enjeux et surtout pourquoi est-ce que Roma est plus à rapprocher des Fils de l'Homme et de Gravity que de Y Tu Mamá Tambien. Donc voilà, moi j'ai juste, c'était ouf. Et sinon, je vous recommande Battle Angel Alita. Je vais pas faire ma critique parce que vous allez la faire la semaine prochaine. Moi j'ai trouvé que c'était très bon. Il y a des petits défauts par-ci par-là, effectivement, mais je trouve que c'est très très honorable ce qui a été fait. Et comparé à ce que beaucoup de gens commencent à dire, non, ça n'a rien à voir avec Ghost in the Shell, avec Scarlett Johansson. Il y a un truc qui est très creux, il y a un truc qui est très plein. Voilà, bon. Pas de paraphrase et pas de hors-sujet cette fois. Ah non, pas cette fois, non. Je pense qu'il a bien adapté le propos. Lorraine. Non, moi j'ai pas de reco cette fois. Oh, mais non, j'en ai toujours 2 ou 3 à chaque fois. T'as pris de l'avance. Bon, ok, voilà. Très bien. Elle recommande Dragon 3, comme vous le savez, elle a beaucoup aimé. Donc, je te laisse le temps de mes 2 recommandations pour en formuler une si jamais. On ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'une bonne idée. Moi, mes 2 recommandations, ça va être tout simplement, vu qu'on a beaucoup parlé fandom japanime cette semaine, c'est Genshiken, qui est un manga de Kiyoshimoku qui raconte tout simplement l'histoire d'un club d'otaku. C'est sorti à l'époque où vous lanciez No Life, si je dis pas de bêtises. Tu as fait les coffrets DVD. Tu as fait les coffrets, effectivement, j'allais poser la question parce que c'est toi qui les as fait. Voilà, donc je me souviens très bien, c'était à l'époque où No Life se lançait. Et voilà, c'est une série qui vous rappelle de quoi sont faits les fandoms, à quoi tient l'amour de la japanimation. Et Puyo Puyo. Et Puyo Puyo, tout à fait. C'est absolument hilarant, c'est très touchant. C'est en 10 tomes, 10, 11 tomes, si je dis pas de bêtises. C'est très court, c'est chez Kurokawa. C'est de qualité. Ma deuxième recommandation. Tu recommandes un truc qui est plus édité du tout. Alors justement, voilà, ma deuxième recommandation, c'est parce que ça arrête d'être édité chez Kana, c'est Shaman King. Oui, aussi. Voilà, vous avez les derniers. C'est plus édité Genshiken. Genshiken, ça fait des années que c'est plus édité. Jetez-vous dessus chez Gibert, voilà. Et du coup, deuxième recommandation en voie d'extinction, c'est Shaman King, qui est en voie d'extinction chez Kana parce qu'ils arrêtent de l'éditer. Un grand manga, un peu accidenté, avec pas mal de défauts, mais qui le début déborde. Est vachement bien, et la fin, ça part un peu en. C'est ça, mais en fait, le manga devait être annulé, puis relancé, puis annulé, puis relancé. Et du coup, il jette des pistes, puis il les développe pas. Enfin, il y a plein de problèmes. Bon. Sache qu'au Japon, il a sorti une nouvelle série, c'est la suite avec un des descendants de Yo et tout ça, donc vraiment, il repart à zéro sur un nouveau truc de Shaman King. Ouais, il a changé d'éditeur aussi, donc ça va changer aussi. Peut-être que c'est aussi pour ça que Kana l'édite plus, et peut-être qu'on va avoir une nouvelle édition.
Kana a surtout dit que c'est un titre qui a plus de 20 ans chez eux dans leur catalogue et qu'il a fait son temps et qui se vend plus quoi à un moment. Et que Kana, c'est un des rares éditeurs qui garde quasiment tout. Ils ont jamais d'arrêt de com ou quasiment jamais. Donc je peux pas leur en vouloir d'arrêter une série de temps en temps, quoi, même une grosse série comme ça. Effectivement, mais je me permets de la recommander parce que c'est quand même extrêmement atypique dans le paysage manga du shonen. Dans le paysage shonen, c'est assez atypique. Il y a pas mal de JoJo, il y a pas mal de choses comme ça. C'est très sympa. Sur le chat, on a pas mal de recommandations. Très rapidement, je passe en revue. Nous avons Dengeki Strada 5. Nous avons High Score Girl par La Débauche sur Netflix. On a la saison 2 de Mob Psycho 100, évidemment, par Shueisha. Nous avons quoi d'autre ? Alita Battle Angel aussi, Phenom, tiens donc, des avant-premières tournent bien. Le Cozy Corner aussi, voilà, pas mal de recommandations pour le Cozy Corner, je vois. Et Autumn Lands chez Urban Comics de la part de Skippy. Voilà, écoutez les amis, je pense qu'on est bon pour cette émission. Lorraine ? Oui. Toujours pas. Non. Écoute, ça te prendra la semaine prochaine. Pour l'heure, donc la phrase finale habituelle. C'est la fin des choux. Et c'est la fin de ce numéro 83 d'Hyperlink. De quoi Dorothée est-il le nom? Merci Davy, merci Kevin. Où peut-on vous retrouver? Chez moi. Chez toi? Non, sur internet, YouTube, j'ai ma chaîne, David Mourier. Voilà, je fais des émissions sur les jouets et sur des meurtres. Très bien. Un petit projet en cours. Je travaille sur une BD. J'ai une BD qui va sortir très bientôt, qui va s'appeler L'Âge de Pierre, le 10 avril. Et un jeu de société qui sort le mois prochain, qui va s'appeler The Game of Dragon Ball Dead. Très bien. C'est noté. Kevin? Tous les mercredis soirs en live vidéo pour mon émission Making of. Tous les jeudis soirs dans l'intégrale de Clem qui passe sur Gulli. Et autrement tous les soirs Caravane 5 du Bois de Boulogne. Non, sinon... just kidding. Non mais voilà, c'est tout. Non mais c'est vrai que je viens de capter qu'il est dans Clem en fait. Alors que ma mère regarde tout le temps et c'est vrai que je me disais que sa tête m'était familière et je viens de capter. Voilà, fin de l'émission, grosse révélation pour moi. Très bien, voilà, là tu as un plot twist. Alors là c'est un plot twist de ouf. C'est extraordinaire et donc là on a il faut aller voir Nicky Larson pour dire parce que c'est toujours intéressant, les gens qui ont vu le débat, de nous dire du coup ce qu'ils en pensent. Effectivement, c'est très important. N'hésitez pas à y aller. On remercie du coup PJ, on remercie Léo, on remercie Hortense, on remercie Charlie, on remercie Elisa, on remercie Sébastien Semo évidemment, et on remercie Sébastien Roffa qui devait être avec nous aujourd'hui et qui est en plein, on souhaite un bon rétablissement. Tout simplement, on se retrouve la semaine prochaine, tu l'as teasé pendant le débat, pour parler d'adaptation, je crois, de manga au cinéma. Ouais. Donc tout un programme. Et je vois que la débauche c'est quand tu veux pour venir dans le Japon, il n'y a pas de souci. À la semaine prochaine. Ciao. À plus. Au revoir. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.